Alors Pierre, je t'ai contacté sur recommandation de plusieurs personnes. Je te racontais là avant qu'on commence, mais je trouve que la petite histoire est marrante. Je t'ai invité à un mastermind de préparateurs physiques. Et puis, tout le monde, je discutais avec plein de gens que je connaissais pas. Et tout le monde me disait, ah, mais il faut vraiment que tu parles avec Pierre. Oh, faut vraiment que tu parles avec Pierre. Et on me l'a dit plein de fois, plein de personnes différentes. Et puis, jusqu'à ce que je dise, mais c'est qui en fait ce Pierre? Et donc on me dit, c'est Pierre Dufray. Je dis, ah ok, je vois qui c'est. On se connaissait pas, mais je voyais qui t'étais. Et du coup, Greg Velu, avec qui qui m'a interviewé et tout ça, à la fin de l'interview qu'on a fait ensemble, il m'a dit, il faut vraiment que vous discutiez Pierre et toi. Donc je dis, vas-y, balance son numéro. Voilà, je t'ai contacté là, et puis tu m'as répondu tout de suite, c'était hier, et donc aujourd'hui, tu es là pour discuter avec moi. Donc déjà, merci, c'est cool. Merci Merci à toi. beaucoup. C'est un grand plaisir, un grand honneur évidemment. Quand c'est, comme tu le dis, recommandé par les amis, etc., on sait que le courant va vite passer et de manière facile. On va passer un bon moment. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses où on converge, et il y a aussi, si les gens ils voulaient qu'on discute, c'est qu'il y a, je pense, des points où on diverge aussi, Hmm. mais pas tant que ce que je croyais, parce que j'écoutais le podcast de biomécanique où tu es intervenu, Mhm. où je vais avoir un épisode aussi qui va sortir où il m'a invité. Ok. Et je me suis dit, tiens, en fait, sur ce que moi j'avais vu un peu en surface de ce que tu proposais, tu y mets en fait beaucoup de nuances. Et donc, je pense que ça va être intéressant, voilà, d'aborder certains sujets pour moi, pour mon expérience personnelle, parce que j'aime bien discuter avec des gens avec qui on a des avis contraires, c'est forcément plus enrichissant. Bien sûr. Et puis, aussi pour les gens qui écoutent, quoi. Hmm. Alors, on va commencer juste par une question un peu toute bête, que ce soit juste ta journée d'hier ou une journée type. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es entraîné? C'est quoi un peu ta journée type? Alors, la journée type, généralement, elle commence tôt. Je suis un couche-tôt et un lève-tôt. Ça a jamais été, enfin, ça n'a pas été une règle que j'ai suivie toute ma vie, hein. Ça a évolué au fil du temps. Tu m'as envoyé un petit questionnaire pour raconter ma vie. J'ai vécu longtemps au Japon et à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Donc, en ce Ouais. moment, en tout cas, hier, en tout cas, je me suis levé tôt. C'est généralement entre 5 et 6 heures. Ce que je fais toujours, c'est aller dehors. Premièrement, aller voir le lever du soleil, ou s'il est déjà levé, bon là c'était pas le cas, il était en train de se lever, c'est passer du temps dehors, parce qu'il y a tous les processus neurologiques et biologiques qui se mettent en place par rapport à la lumière du soleil, parce qu'on a évolué par rapport à ce soleil qui se lève, et ne pas avoir une acrophase du cortisol, c'est-à-dire une montée douce du cortisol qui est faite de manière naturelle, euh, tôt le matin, ça peut avoir des détriments, ça peut être au détriment de notre métabolisme dans le reste de la journée, et c'est vrai que quand je le fais pas, et ben après, je sens que j'ai un peu des fluctuations au niveau de mon énergie dans le reste de la journée. Donc moi, ça passe par passer du temps dehors. Généralement, c'est un petit moment pour moi de méditation, de lecture dehors. Je bois quelque chose de chaud, voilà. Donc Après, là, tu n'as rien mangé à ce stade-là, tu sors direct, c'est ta première activité sans manger. exactement. C'est-à-dire que j'ai perdu l'habitude, entre guillemets, parce que tout ça c'est une plasticité neuronale, hein, j'ai perdu l'habitude de manger le matin. Même si je le faisais avant, je prenais un petit déjeuner sans doute jusqu'à mes 25 ans. Quand le jeûne intermittent s'est un peu démocratisé sur Internet, etc., je dis, je vais tester. Et en fait, je me suis rendu compte que ça collait plutôt bien à ma façon d'être et ma façon de faire. J'aime m'entraîner léger, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, mais c'est-à-dire me sentir léger, pas se sentir pesé par quelque chose que j'ai dans le ventre, etc. Mhm. Et pour avoir testé un petit peu toutes les variations de situations, je trouve que je performe mieux et en tout cas je me sens bien quand le matin je prends rien et que je reste à jeun. Donc je vais boire des choses chaudes. J'essaie de limiter la caféine au maximum, voire ne pas en prendre du tout. Donc ça va être du déca si c'est du café. Euh, voilà, donc voilà, ça se passe comme ça. Lecture le matin, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et après très vite on va écrire. Je suis quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, et je pense que toi qui tiens une chaîne YouTube comme moi, on sait à quel Mhm. point c'est thérapeutique de partager en fait. Partager Exactement. à l'oral, partager par l'écrit, coucher en fait ses pensées sur papier ou même les exprimer, c'est pour nous en fait qu'on le fait. C'est thérapeutique et les gens, je pense que tu le dis souvent, moi en tout cas ils me disent souvent, mais t'es généreux, c'est altruiste de partager comme ça gratuitement. Me dit, ouais mais les gars, n'oubliez pas qu'avant tout je le fais pour moi.
Avant tout, je le fais parce que j'aime ça et que ça me nourrit, en fait. Donc l'altruisme, je veux bien, mais c'est aussi ma voix et je le fais de manière spontanée, quoi. Alors, Euh, petite pause sur ça, une petite parenthèse. J'avais deux choses sur lesquelles j'aurais bien aimé rebondir avant d'oublier. Bon, la première chose sur l'écriture, on est complètement raccord. Moi, j'avais fait l'expérience il y a quelques temps d'écrire des emails à ma communauté tous les jours. J'avais fait un mois, puis j'avais arrêté parce que c'était un peu compliqué dans mon quotidien à l'époque d'intégrer ça, sans que ce soit un poids et que ça reste un plaisir. Et puis bah, récemment, là, depuis 3 mois, 4 mois, je me suis remis à écrire. Alors, je me suis pas forcé à me dire faut que ce soit tous les jours, mais grosso modo, 4-5 fois par semaine, j'écris. Et c'est vrai que moi, je prends énormément de plaisir à écrire, ça me fait du bien. C'est un moment que j'aime bien. Et puis, bah, les gens apprécient aussi le contenu que je leur envoie. Et c'est vrai que ça, même si bien sûr c'est par voie électronique, mais je trouve sympa ce côté un peu de redonner un peu de la noblesse à l'écriture, qui est qui aurait un peu tendance, je trouve, de nos jours à être sous-estimé ou estimé comme un moyen de communication inférieur. Puisque tu vois, on a la vidéo, on a l'audio, on a tout ça. Mais finalement, on a l'occasion de construire sa pensée différemment par écrit. Et je trouve qu'on dit parfois aussi plus de choses qu'on ne dirait peut-être pas à l'oral et tout, parce que bah, on peut pas se cacher, mais je veux dire, voilà, on peut aller peut-être sur des choses plus intimes, des choses voilà qu'on aurait du mal à dire bah, ou vocalement ou visuellement. Et donc j'aime beaucoup ce moyen de communication aussi. ouais, si je peux Donc, juste rajouter une brique à ça justement, ouais, euh, entre l'écriture et le vocal, entre l'écriture et faire une vidéo par exemple là comme on est en train de faire, là c'est du spontané, c'est de la réaction. On n'a pas le temps de structurer notre pensée et notre monde, comme tu dis, de nos jours, l'écriture est un peu voilà la cinquième roue du carrosse, parce ouais. qu'on est dans le monde de la réaction et de l'émotion, où ce qu'on dit est pas vraiment réfléchi. Ce que permet l'écriture, justement, c'est cette métacognition, c'est-à-dire l'analyse de sa propre analyse, c'est-à-dire se refléter Mmh. par rapport à son schéma de pensée. Et c'est en fait quand on écrit, on nourrit ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la pensée conceptuelle. C'est le moment où on va relier les points, c'est-à-dire ce que j'ai appris hier, etc. En fait, en le couchant sur papier, on dit ah oui, mais ça fait sens par rapport à ça, etc. Et c'est là où en fait notre esprit prend de la distance par rapport à ce qu'on a accumulé comme savoir et information, et on en fait de la connaissance. Hein. On fait passer de l'information au savoir et à la connaissance par l'expérimentation, et on commence à tisser des liens. Et c'est ça la vraie intelligence, hein. C'est interligere, tisser des liens distants. Et je Mmh. pense qu'on l'oublie ça. Enfin, on l'oublie. En tout cas, le monde qu'on nous propose est dénué de ça, où tout est dans Instagram, YouTube, Facebook, où on met des likes et on réagit. Donc c'est que de la réaction et jamais de moment de je me pose et je couche sur papier et je prends mon temps. Juste prendre le temps de poser une pensée. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut le cultiver, surtout de nos jours. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Ouais, mais j'aime bien parce que bah, toi, tu vas pouvoir toujours rajouter une couche un peu de science dans ce que je vais dire parce que tu as, bah, t'as un parcours académique ou en tout cas des connaissances bien plus profondes que les miennes. Moi, je suis plus quelqu'un vraiment très terrain. Je me suis intéressé à pas mal de choses à une époque, mais ça commence à remonter. Donc, avec le temps, bah, toutes les connaissances qu'on n'entretient pas, on finit par les oublier. Bon voilà, après c'est des choix que j'ai fait, hein, tu vois, mais donc ouais, c'est pour ça que je vois que toi, enfin je sais que tu as plein de connaissances ultra intéressantes et des inputs comme ça à ajouter. Deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir dans ce que tu as dit, c'est plus donc pour moi, mes connaissances personnelles. Tu parlais donc du matin d'aller faire ta marche et que ça allait abaisser le niveau de cortisol, c'est ça que tu as dit? Alors, le matin, justement, ce qu'on veut, c'est une montée progressive du cortisol, Ah, parce que une c'est ça montée progressive, d'accord. qui va t'élever. En fait, c'est ça qui nous fait ouvrir les yeux, grossièrement, le matin. Parce que Euh, c'est ce que je me demandais, c'est que je me disais, normalement, le matin, j'avais cru que tu disais que ça allait faire baisser. Je me disais, le matin, sauf si tu as un problème avec un niveau de cortisol chronique en permanence élevé, tu n'es pas censé avoir besoin de le faire baisser. Donc toi, non, en fait, la marche, ça va l'aider à le faire monter. Pas tellement la marche que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était la lumière du soleil. Ah là, ok. C'était vraiment l'exposition à la lumière du soleil, ce qui n'est pas la même chose que être voir le lever du soleil derrière une vitre, parce que évidemment les rayons du soleil sont déviés par la glace et font qu'ils pénètrent pas dans le même angle et de la même enfin force
que quand tu vois directement les rayons du soleil. Donc c'est le fait simplement d'être à l'extérieur, les rayons du soleil tapent ta rétine, et dans ta rétine, tu as ce qu'on appelle les neurones à mélanopsine. Ces neurones-là, en fait, ils sont sensibles aux photons. C'est ça qui informe l'hypothalamus, le chef d'orchestre en fait dans le cerveau, qui va dire OK, c'est le matin. Et parce que c'est le matin, tout le monde doit envoyer les hormones et tout le monde comme un orchestre en fait qu'on met raccord. Tu vois, c'est OK les gars, on va jouer une musique maintenant. Mais si tu dis pas aux gars, on va jouer une musique maintenant, et que tu prends un café, et que en fait le café il va mettre tout le monde, tu vois, en branle, les instruments un peu vont tomber par terre, etc. Ça va être le bazar. Si tu vas pas dehors, ben peut-être que tout le monde dans l'orchestre va se mettre, va arriver un peu en retard ou un peu en avance, et ça, voilà. En fait, le fait de voir vraiment le soleil tôt le matin, parce qu'il est à certaine altitude, parce qu'il y a un certain spectre lumineux, va mettre ton métabolisme au raccord pour tout le reste de la journée, et c'est vraiment très important de le faire. Donc voilà, c'est ça. Mais j'écoutais l'autre fois un podcast avec Huberman. C'était C'est pas ça. son podcast à lui, il était invité. Je sais plus si c'était chez Joe Rogan ou un autre, mais justement, il parlait enfin lui qui recommandait de ne pas prendre de café au moins 90 minutes avant, enfin après s'être réveillé, laisser au moins 90 minutes, parce que, alors j'ai plus le terme technique, mais effectivement il y avait quelque chose qui devait se mettre en place et qui en fait n'allait pas baisser, il me semble, que le café allait faire monter autre chose, et qu'au final, bah, le moment où tu as un peu le crash du café, il n'y a pas les mécanismes du réveil qui se sont mis en place, et c'est ça qui fait que derrière, tu vas avoir un gros crash que tu n'aurais pas eu si tu avais ne serait-ce qu'attendu juste 90 minutes pour prendre ton café à ton réveil. Donc de Exactement. laisser les processus du métabolisme physiologique se mettre en place. Et je sais que moi, j'ai été plusieurs fois à Bali, et le décalage horaire, il peut être assez violent, tu vois. Et Mhm. la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit, allez, je me lève tôt, enfin, tu vois, relativement tôt, même si j'ai pas fait ma nuit, que je suis décalé et tout. Je me mets au soleil, j'attends un peu et je m'entraîne, tu vois. Mhm. Mhm. Et je sais que ma femme, elle, l'a pas fait. Et moi, je me suis adapté hyper vite. Du coup, je suis rentré très vite. Sans doute, tu vois, les histoires de rythme circadien. Je me suis mis au soleil le matin. J'ai activé mon corps et tout. Et franchement, enfin, dès le premier jour, dès la première nuit, on va dire, passée, le premier réveil, et j'étais tout de suite calé dans le rythme, alors que d'habitude, ça prend 2, 3, 4 jours parfois, quoi. Et ouais. Mais en fait, le corps, c'est très simple, il veut des ancrages. Il veut qu'on lui dise concrètement où est-ce que c'est le matin, où est-ce que c'est le soir. Et pour ça, il y a deux moments, c'est le lever et le coucher du soleil. En dehors de ça, on appelle la circadian dead zone, et Andrew Huberman, il explique très très bien. Ce que tu relatais tout à l'heure, c'était le fait que il y a une molécule, il y a deux forces, hein. Il y a la force circadienne dont on a parlé juste avant, donc hypothalamus, etc., qui régule par rapport à la lumière du soleil. Il y a une autre force qui s'appelle l'adénosine, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Et cette molécule, en fait, à partir du moment où on se réveille, elle doit s'accumuler dans le corps. Et C'est ça, ouais. plus elle nous donne sommeil. Le problème, c'est que la caféine est antagoniste à l'adénosine. C'est-à-dire la caféine se fixe sur les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. D'ailleurs, elle prend la place, quoi. L'adénosine peut plus s'asseoir sur la place, sa place est prise. Donc, elle peut plus remplir son job. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'adénosine? Elle s'accumule dans le sang. Et le moment où la caféine va se décrocher, parce qu'à un moment, elle se décroche, la caféine, toute l'adénosine fait effet. Donc là, vous avez sommeil. Et ça, c'est généralement à 10 heures du mat, après 2 heures après le premier café, boum, crash. Ah bah, qu'est-ce que je fais? J'ai les jambes coupées, bah, je bois un deuxième café. Et un troisième, un Mmh. quatrième, etc. Et ça, sur le long terme, malheureusement, ça va déréguler la qualité du sommeil, le temps d'endormissement, l'heure d'endormissement, etc. Voilà. Alors, si je me trompe pas, adénosine triphosphate, c'est Ah, l'ATP, c'est ça? Alors, est-ce que c'est pas la même chose, donc l'adénosine toute seule, parce que tu dis que ça va te faire avoir le coup de pompe, mais pourtant l'ATP, c'est quand même la source, hein, c'est un peu de l'énergie, en tout cas dans ma tête. ouais, ouais. Donc, est-ce que tu peux clarifier ce point? Ouais, bien sûr. En fait, adénosine triphosphate, comme son nom l'indique, c'est une molécule d'adénosine avec trois molécules de phosphate qui sont accrochées. C'est le fait de rompre en fait cette liaison qui va libérer de l'énergie. C'est pour ça que c'est un peu faux de dire l'ATP est la molécule de l'énergie. Ben oui et non, c'est comme dire que l'allumette c'est le feu. Non, l'allumette c'est le fait de Mmh. gratter l'allumette qui crée une étincelle qui crée du feu. Donc voilà, C'est le l'adénosine d'un précurseur autre. en quelque sorte. Donc, Pardon? c'est une sorte de précurseur, quoi. Oui, voilà, c'est la comment les Américains disent, c'est la monnaie, c'est l'argent de l'énergie. Mais bref. D'accord.
Quand la cellule vit, peu importe où est-ce qu'elle est-ce que c'est la cellule de ton pancréas, de ton cerveau, est-ce que c'est un neurone, est-ce que c'est autre chose, peu importe. Quand elle vit, elle a besoin d'ATP, elle utilise de l'énergie. Et elle rompt des liaisons phosphates, elle libère de l'adénosine, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, de l'adénosine, parce qu'on est actif dans la journée, va s'accumuler dans le sang. Et c'est très très bien fait quand même. C'est-à-dire que si l'adénosine triphosphate, c'est l'énergie, et donc le mouvement, et donc l'activité diurne, le jour, on a le contrebalancement qui fait que, ouais, mais plus on est actif, enfin, quand on est actif, on devient de plus en plus fatigué pour pouvoir dormir le soir. Enfin, tu vois, la Mmh. logique parfaite, en fait, de la nature, qui nous fait dormir quand elle, et le cycle dure généralement entre 14 et 16 heures, quand, voilà, quand elle sent que, on a bien bougé et on a été actif, c'est le moment de faire dodo, tout simplement. D'accord. Est-ce que la caféine, du coup, avec qui vient perturber un peu l'adénosine, est-ce que ça peut perturber le cycle de l'ATP aussi ou pas? Alors, je saurais pas te répondre. Ouais. Je pense sans doute que ça doit avoir des effets indirects, mais la caféine a d'autres conséquences, c'est qu'elle stimule les catécholamines, donc c'est-à-dire les hormones qui sont sécrétées par des glandes surrénales et aussi au niveau du cerveau, que sont dopamine, adrénaline, noradrénaline, et qui elles vraiment sont des hormones de l'alerte. C'est-à-dire ça met le corps en Mhm. alerte ça prépare à l'action, voire ça prépare au combat ou à la fuite ou à la paralysie si c'est vraiment le cas extrême. Donc là, c'est des molécules qui sont à la fois neurohormones, hein, à la fois des neurotransmetteurs et des hormones, qui vont Mhm. faire que le corps va remettre du sucre dans le sang, va remettre de la glycémie, va faire que si on a besoin d'aller courir, on va avoir l'énergie disponible pour aller courir. Et donc, on a un lien direct avec l'énergie, tu vois. On a du carburant. Donc, voilà, par ce lien-là, on va avoir une surproduction d'ATP. Hein, tout simplement, les cellules vont turbiner plus vite, dire ça plus facilement, sous l'effet des catécholamines, donc adrénaline, etc. Ok. Bon, tu vois, je savais que c'était pas mal de partir de ta journée parce que je vais t'interrompre hein, régulièrement pour pouvoir On rebondir est sur que les à 5 sujets heures et du mat tout. pour l'instant, on n'a pas bien Ouais, beaucoup progressé. ça, ça risque d'être long. Mais non, non, mais voilà, en tout cas, c'est cool. Et je sais que la marche a une part importante pour toi. Là, je Mhm. viens justement de terminer, tu vois, un reportage Arte sur la marche et les bienfaits pour la santé de la marche. Et je savais déjà ce que j'ai. Il y a, je sais pas si tu vois qui c'est, Stan Efferding. Oui, C'est ah un bah oui, c'est le grand voilà, monsieur de la marche postprandiale, bien sûr. voilà. Du coup, la vertical diet et tout. Donc lui, voilà, enfin, il est à fond sur ça. Effectivement, tu manges, tu vas marcher au moins 10 minutes après. Et dans ce reportage-là que je viens de regarder, il montre aussi qu'il y a des études qui montrent clairement la différence de la régulation de la glycémie entre ceux qui, après leur repas, s'affalent, restent sur une chaise ou un canapé, et ceux qui vont marcher, ne serait-ce que justement que 10 minutes, un quart d'heure. La différence, la glycémie redescend beaucoup plus vite et revient à la normale beaucoup plus vite, quoi. Ouais, Donc bien sûr. je savais que c'était un avantage sur ça. Je savais pas que c'était par contre ça stimulait la montée. Ah non, ça c'est pas. Non, tu m'as dit que c'était la lumière du soleil qui stimulait le cortisol. Oui, mais Ok. c'est pas interdit de marcher hein, dehors. Mais Tu peux oui. aller faire ta petite balade à 5 heures du mat, ce ssera d'autant mieux, je pense. Parce qu'il y a un truc en plus dont Huberman parle souvent, parce qu'il est quand même professeur autour justement de l'anatomie et de la physiologie Tout du ce qui est système visuel, neuro. ouais, à Stanford, c'est l'optical flow. C'est-à-dire que quand on marche, le fait de voir dans la vision périphérique le paysage défiler nous calme notre système nerveux. Donc, Hmm. je pense qu'on vit quand même dans une société où on est plus ou moins quand même hyper stressé, enfin en tout cas trop stressé, à part Ouais. quelques-uns sans doute. Donc on bénéficiera tous, je pense, de se promener tranquillement à la fraîche le matin en se réveillant. Voilà. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est une fonction fondamentale de l'être humain et qui, enfin, c'est assez fou, qui se perd, quoi, parce que moi, j'avais toujours un élève que je charriais avec ma femme. Ma femme, elle s'entraînait aussi. Et donc, elle était parmi mes élèves, même si c'était ma femme. Mais du coup, elle était souvent avec cet élève en question. Des fois, on s'est croisés en vacances et tout. Et lui, enfin, la voiture garée à 10 minutes à pied, c'était oh là là, quelle galère, c'est loin et tout. Je disais quoi? Mais enfin, moi, déjà, si je peux ne pas prendre la voiture, ne pas prendre les transports en commun, allez, on va dire si c'est même une demi-heure à pied versus 10 minutes en transport, je préfère faire ma demi-heure à pied. Et d'une manière générale, j'ai toujours essayé d'organiser ma vie de manière à pouvoir faire à peu près tout à un quart d'heure à pied, tu vois.
Et comme ça, j'ai plusieurs choses à faire à un quart d'heure à pied dans la journée. Ça me fait vite marcher au moins 1 heure, tu vois. Tu as un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, puis tu refais une deuxième fois dans la journée. Ça y est, t'as fait ton heure de marche, quoi. Mm. Mais Greg, je je sais que c'est trouve ton que, émission, voilà. mais est-ce que j'ai le droit de te poser une question? Mais oui, là, je parle un peu trop. Normalement, c'est beaucoup les invités, mais C'est j'aime vrai? bien Ouais, faire mes petits apports. ouais, je vais te faire un peu plus parler. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du confort? Ah, ça, c'est un sujet sur lequel on va pouvoir discuter et justement où on va peut-être pas toujours se rejoindre. Hmm. Ma définition du confort, je dirais que c'est être dans un quotidien sans difficulté. Ok. Pour faire une très méta comme réponse, hein, mais je Non, rentre non, pas dans c'est le très bien. détail. Et est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais mettre un jugement de valeur par rapport à ça? C'est-à-dire, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est là où peut-être on sera pas d'accord. Moi, je trouve ça bien le confort. Je trouve Hmm. que c'est ce que naturellement on recherche, instinctivement, je vais plutôt dire peut-être. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans la vie qui sont pour se donner du confort. Ok. Et donc, moi, c'est vrai que après, je pense qu'il y a des phases. C'est une question de phase à quel stade, on va dire, dans ta vie tu en es. L'environnement dans lequel tu vis, c'est-à-dire quand je parle d'environnement, c'est ta vie familiale, ta vie professionnelle, ton niveau de stress, machin, tout ça. Ou aller chercher l'inconfort, ça pourrait être bénéfique. Et il y a des moments où ça pourrait être au contraire Hmm. délétère. Et moi, je suis clairement dans une phase maintenant où je suis plus à la recherche du confort, d'une vie facile, que de me mettre, on va dire, des difficultés et de l'inconfort artificiel, c'est-à-dire que dont j'ai pas, qui n'est pas obligatoire, que, voilà, dont je peux me passer, quoi. D'accord. Mais alors, est-ce qu'un quotidien sans difficulté, parce que les propos que tu tenais juste avant, c'était quand même, si je peux, entre choisir marcher 10 minutes ou me garer juste devant le supermarché et y Mm. aller à pied parce que j'ai 20 minutes, ben, je vais choisir marcher à pied. Je vais choisir de marcher à Oui. pied, je vais zapper ce confort qui m'est proposé pour, voilà, une activité, etc. Donc, est-ce qu'une vie confortable serait souhaitable? Est-ce que tu penses pas que ça peut être au détriment, justement, de ce qui fait de notre nature profonde? Euh, Alors, c'est là où, en fait, c'est une question d'interprétation. Pour moi, c'est beaucoup moins confortable et agréable de prendre ma voiture, de devoir peut-être être dans les encombrements, me garer, ça crée un stress. mhm, mhm, Ou prendre les transports en commun, j'aime pas ça, je trouve pas ça agréable et tout. Là où la marche, même si ça va me prendre plus de temps, comme dans mon quotidien, justement, je me suis créé un quotidien facile, entre guillemets, où j'ai pas la plupart du temps une grosse pression de temps, j'ai pas un job où il faut que je sois absolument à l'heure, assis à ça et tout. Quand j'ai envie de prendre le temps, je peux prendre le temps. Et donc, pour moi, c'est bien plus agréable d'aller marcher une demi-heure que d'aller prendre la voiture pendant 10 minutes. mhm. Tu vois? Donc, Donc, peut-être que pour certains, ça va être au contraire, oui, ça va être un inconfort de marcher 30 minutes mhm, parce mhm, qu'ils n'aiment pas ça. Même je suis et peut-être qu'il y a 20 ans, enfin, ça fait longtemps que j'aime bien marcher, mais j'ai accentué ça depuis un certain temps. mhm, Mais peut-être qu'il y a 20 ans ou 25 ans, j'aurais trouvé ça chiant de marcher et ça aurait été inconfortable. C'est pour ça que je mhm. te disais que c'était un peu une question peut-être de stade, de ce que tu as fait comme, dans ta vie aussi comme inconfort. Et voilà. Super. Donc cette vie facile que tu as mis en place, elle n'est pas vraiment facile. En fait, tout est une histoire de sémantique. Hein. J'aime bien repartir des mots, et c'est pour ça que je t'ai demandé une définition du mot, parce que ta définition, à mon avis, du confort, c'est pas du tout celle du voisin là. Celle du voisin, et je Mmh. pense que en fait ta définition du confort, c'est un peu la mienne, c'est-à-dire il doit être trouvé par sérendipité, c'est-à-dire il doit être trouvé sans qu'on le recherche véritablement. Le confort, comme on l'entend de manière moderne, c'est-à-dire je m'assois sur mon canapé et enfin je peux me détendre, ça, ce moment-là, si c'est ton objectif de vie, enfin si c'est un objectif que tu recherches tout le temps, c'est mort, c'est cuit. On n'a pas une Mmh. physiologie qui est bâtie sur ça, parce qu'on a une physiologie qui est bâtie sur la survie. Et si on n'a pas Mmh. la marche, si on n'a pas le challenge des variations de température, été comme hiver, si on n'a pas tout ça, en fait, on dépérit véritablement. L'absence de stress aigu, hein, stress ponctuel, pas le stress chronique qu'on connaît, mais l'absence en fait de situations challengeantes détruit même les meilleurs. Ça, c'est une phrase de Nassim Nicolas Taleb. Mmh. C'est très très fort ça. Et je pense en fait ta définition du confort, c'est
plus ou moins la mienne aussi, mais c'est pas du tout celle des autres, et de repartir de cette sémantique-là, de la vie facile pour toi. En fait, la vie facile, c'est les activités que tu choisis toi, les contraintes que tu choisis Mmh. toi, la liberté. Hein, c'est ça en fait, la beauté de la vie, c'est la liberté. Et en fait, on s'en fout que ce soit aujourd'hui la liberté, c'est de marcher 30 minutes ou de faire 1000 pompes, peu importe. Si ça pique, si ça fait mal, etc. Du moment que je le choisis moi-même. Et en fait, c'est Mmh. ça la vie facile. Enfin bref, voilà. Oui, c'est ça. Ben, moi, tu vois, j'ai fait un peu une sorte de reconversion, pas une vraie reconversion professionnelle, mais un changement de vie où ça faisait 20 ans que je donnais des cours collectifs. J'en donnais tous les soirs. Et puis, avant, j'avais commencé à m'entraîner sérieusement depuis l'âge de mes 14 ans. Donc, si tu veux, depuis l'âge de mes 14 ans, j'avais jamais mes soirées en semaine. Je savais pas ce que c'était justement un peu le côté de passer une soirée dans un canapé devant la télé, tu vois. Ce que je Mmh. pouvais faire le week-end parfois, où il y a des moments où enfin, c'est pareil, j'aimais bien me poser, ça me fait du bien pour voilà, évacuer du stress ou simplement se mettre un peu en off et récupérer et tout ça. Mais tu vois, là, il y a un moment où, bah, au final, le fait d'avoir 2 enfants qui sont arrivés, ça change pas mal ton quotidien, ça change pas mal le stress qui t'est occasionné, ta qualité de sommeil. Enfin, il y a plein de choses qui viennent impacter. Il y a eu le Covid aussi qui m'a forcé bah, à sortir de mon quotidien où j'ai dû fermer mon club pendant plusieurs mois. Et donc, pour la première fois depuis des décennies, je suis resté tous les soirs chez moi, quoi. De toute façon, on n'avait pas le droit de sortir et puis j'avais plus rien à faire. Donc, j'ai découvert ce que c'était aussi d'avoir des soirées et d'avoir des soirées en famille. Et j'ai trouvé ça sympa, tu vois, contre toute attente. Bien sûr. C'est quelque chose qui, au final, aujourd'hui, me plaît. Et donc, je préfère concentrer mes efforts et l'énergie que je vais mettre dans la journée pour justement avoir ces moments-là que moi j'apprécie, d'aller me poser sur mon canapé et de regarder quelque chose voilà, qui va me plaire, qui va me divertir. Et ouais, j'aspire pas du tout, tu vois, à une vie de Oisive. monastère, quoi, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr, bien Je- sûr. mais voilà, je vais pas dire que je suis différent de la masse, tu vois. Moi, j'apprécie d'être devant Netflix le soir sur mon canapé avec ma femme, tu vois. Une fois qu'on a couché les enfants et tout, c'est un moment qu'on aime bien, voilà. Et c'est des moments, bien sûr, on discute et tout, on fait pause, on parle de choses, machin, parce que bah oui, on continue à avoir une relation et à discuter. De toute façon, on est toute la journée ensemble vu qu'elle est en télétravail et que moi aussi je travaille depuis la maison. Mais oui, il y a beaucoup de gens tu vois, qui vont peut-être mettre un jugement de valeur sur ça, passer ses soirées sur le canapé devant la télé. Mais moi, c'est quelque chose que, enfin, je comprends puisque j'apprécie maintenant, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas tant le fait de l'apprécier qui pourrait poser problème, je pense, c'est le fait de le rechercher véritablement comme objectif. Et je pense pas que Oui, ce soit ton objectif toi, je pense qu'on a des c'est pas objectifs mon qui sont objectif les de nôtres, vie. et non, Hmm. exactement. Alors que on vient quand même d'une société qui nous force à penser que notre objectif, c'est d'avoir un gros compte en banque, une grosse maison, une grosse voiture, pour avoir une vie confortable et faire son trou. Tu sais, je mets des guillemets partout parce que ça, c'est ce qu'on m'a répété toute Hmm. ma vie, en fait. Hein. Il faut que tu fasses ton trou, il faut Ouais. que tu aies un bon boulot, etc. Hein. Qu'on lisse, qu'on cherche la linéarité partout, un salaire tous les mois, etc. Et en fait, moi, je suis toujours allé à l'encontre de ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai quitté la France, je suis allé partout, je me suis mis, en fait, comme dirait Taleb, encore une fois, pour le citer, euh, je me suis attiré des ennuis. C'est-à-dire, si vous voulez devenir antifragile, si vous voulez vous renforcer, attirez-vous des vrais ennuis, quoi. Mettez-vous dans une Hmm. situation où vous risquez en fait votre peau, à tous les sens du terme. C'est-à-dire, il y a une prise de risque et vous pouvez subir tout de suite les conséquences de vos actes. Et ce qu'on nous propose, c'est travailler toute la journée pour avoir tellement d'argent au bout d'un moment, à 60 ans, 70 ans, que vous pourrez faire plus ou moins n'importe quoi sans subir les conséquences de vos actes. C'est-à-dire, vous pourrez rester sur le canapé tranquillement toute la journée. Et est-ce que c'est ça qu'on recherche en fait dans notre vie? Ben non, ça c'est pas engageant, c'est pas enthousiasmant. Nous, on veut vivre des choses qui sont extraordinaires. On veut, voilà, l'être humain, il est fait pour vivre des émotions qui sont fortes, et surtout pas pour s'endormir devant la télé. Oui, mais effectivement, moi j'ai eu plusieurs fois dans ma vie comme ça. Alors pas plein de fois, mais on va dire, j'ai deux grosses fois où j'ai un peu redistribué toutes les cartes, fait une Mhm. sorte de tapis et dire ok, on recommence pas à zéro, mais tu vois, vraiment grosse prise de risque.
et j'ai souvent été assez à l'aise avec ça, tu vois. Bah, dernièrement, justement, ce changement de vie, de la vie avec mon club que j'avais depuis 20 ans, où je voyais pas comment de toute façon j'allais pouvoir aller habiter ailleurs parce que j'avais tout construit là, j'avais mon club, je pouvais pas arrêter de donner des cours, le club ne pouvait pas se passer de moi et tout ça. Ah, ok, on se barre vivre à Bordeaux. Mon club, il va tourner sans moi. J'arrête de donner des cours. C'est ma vie depuis 20 ans. Et puis ben, maintenant, je vais me concentrer sur Internet et prendre des élèves en coaching, mais je vais plus me mettre de contraintes. Donc justement, euh, un peu à l'opposé de ce que tu pourrais dire, c'est moi, j'ai essayé de me lever d'un maximum de contraintes, Mhm. me faciliter la vie, tu vois. Mhm. Mais c'est un choix qui a été plus facile pour moi que pour ma femme. Et elle-même, elle me disait, mais enfin, c'est fou, quoi, parce que elle faisait déjà beaucoup de télétravail puisqu'il y avait eu le Covid. Donc, bon, bah, on part à Bordeaux, elle a continué le télétravail, mais c'est un chamboulement et c'est pas un si gros chamboulement. Alors qu'elle me disait, mais toi, enfin, ça fait 20 ans, tu laisses ton club, tu changes tout ton quotidien et tout. Et c'est moi enfin, qui ai presque pris la décision ou forcé un peu la décision, même si on l'a pris ensemble. Mais c'est moi qui étais le plus sûr et j'ai jamais eu de moment de doute. Alors qu'elle, elle a plein de fois, t'es sûr et tout. Je disais, mais comment tu fais pour être si sûr, quoi? Mhm. Donc, mais c'est parce que je pense que j'ai passé une partie de ma vie euh, à me confronter à l'inconfort. Et alors, je dis pas que c'est acquis pour toujours et que j'ai plus besoin de le faire, mais pour ça que je te parlais de stade, le fait d'avoir deux enfants, un bébé, une petite fille en bas âge, tout ça, pour moi, c'est pas le moment de toute façon de me rajouter, tu vois, des Mhm. choses. Et c'est sur ça que je voulais qu'on échange aussi. Bien sûr. Mais j'ai bien aimé parce que tu as mis de la nuance dans le podcast de biomécanique. Mais moi, j'avais la vision de toi, de quelqu'un qui ne jure que par le jeûne intermittent, que par le froid. Il faut que tout le monde fasse ça absolument et tout ça. Et c'est là où je m'étais dit, bon, sur ça, on va pas pouvoir être d'accord parce que c'est des stress. Et si tu viens stresser un organisme qui est déjà trop stressé, ben, tu vas faire plus de mal que de bien, tu vois. Et oui. Donc, est-ce qu'on peut un peu discuter de ça? Ah ouais, ouais, tu mets le doigt sur ce qu'il y a de plus fondamental, en fait. Euh, tu sais, j'adore Louis de Funès. Tiens, Hmm. j'adore Louis de Funès. Je pense que toi aussi, mais c'est quand même un acteur qui est Oui. fabuleux. Et Louis de Funès, tout est énorme. C'est-à-dire, il bouge tout le temps, il est extravagant au sens littéral du terme. C'est-à-dire, il bouge à fond, il fait des blagues tout le temps. Voilà. Et on pourrait se dire, si c'était pas lui, qu'il en fait trop. C'est-à-dire, il en fait trop. Hmm. N'importe quel acteur autre que Louis de Funès, je pense qu'il faisait autant de mimiques et de voilà de gestuels. On dirait, non mais il surjoue le gars, c'est pas possible. Et bien pourtant, non, ça marche parfaitement. C'est parfait. Parce que c'est juste en fait. C'est juste. Et on vient du monde quantitatif, de la vieille physique de Newton, où on doit 1 plus 1 égale 2, où si on comprend tout, moi je sais que ce que je dis, ça ressemble vraiment à du Jean-Claude Van Damme, mais si on a tout, euh, les, la physique de Newton, c'est si j'ai une intelligence infinie, maintenant tu me donnes une intelligence infinie, que je peux savoir la force du vent, le nombre d'insectes, la température qu'il fait, etc. Si j'ai l'intelligence infinie du monde qui m'entoure, je suis capable de prédire l'événement qui va arriver. C'est-à-dire que je peux prédire l'événement futur. Et en fait, ça, c'était la vieille physique, et puis on a tout chamboulé au début du siècle dernier avec la révolution quantique et tout ce qui s'est passé. Et en fait, on s'est rendu compte que non, il y a des phénomènes émergents. C'est-à-dire, tu prends deux gaz, par exemple, on parle souvent de l'H2O pour exprimer ça. L'eau, H2O, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, deux gaz. Ben, quand tu les mets ensemble, ça fait un liquide, ça fait H2O. Donc tu as une Hmm. propriété du groupe qui n'est pas partagée par les parties de ce groupe. Ouais. Ça, c'est un phénomène qui émerge. Euh, le plus et le moins, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Tout ça, c'est des vieilles, en fait, rengaines qu'on se trimballe depuis les années 50. Il n'y a qu'un seul d'ordre d'idée qui soit pertinent, c'est est-ce que c'est juste et approprié? Louis de Hmm. Funès, il est tout le temps juste, il est tout le temps approprié parce que c'est bon dans son contexte. Un bain froid, un jeûne intermittent, trop ou pas assez, je sais pas ce que ça veut dire. Le corps, il sait pas. Est-ce que Hmm. c'est juste? Évidemment, ma grand-mère de 85 ans, je vais pas lui faire le même bain froid, douche froide, jeu intermittente, tout ce que tu veux de stress que moi, que toi, que le voisin. On est tous différents. Et évidemment, quand tu chopes quelqu'un qui est en fatigue chronique, qui a des problèmes hormonaux, etc., tu vas pas lui faire la même dose de stress que si tu prends le crossfitter du coin, le gars, il pète la santé, il a 20 ans. Donc, ce que j'essaie de transmettre par rapport
au phénomène que j'aime énormément, qui est celui de l'hormèse, c'est-à-dire en biologie, quand un système organique se renforce face au stress, on appelle ça un processus hormétique. Et ce que j'essaie de transmettre, c'est que l'hormèse, c'est synonyme de gain et d'amélioration. C'est pas synonyme de stress. C'est-à-dire ça veut dire que le système s'est amélioré. Ça veut pas dire que je me suis coincé le doigt dans la porte ou que j'ai fait un bain froid. Ça veut dire que je me suis amélioré. Et sinon, ouais, se coincer le doigt dans la porte, ça fait mal, donc c'est de l'hormèse. Ben non, tu vois. Donc le discours, il est toujours sur il faut faire, tout le monde doit faire des bains froids, tout le monde doit faire du jeûne, tout le monde. Non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est difficile sur Internet d'être dans la nuance. On veut que Oui, ce soit noir ou blanc sur Internet. et Donc, c'est parce qu'on met vite des étiquettes, tu vois. C'est-à-dire que moi, avant d'écouter le podcast de biomécanique et puis qu'on discute là, j'avais regardé sommairement ce que tu avais fait. Je vais pas te mentir, hein, et te dire que j'avais consommé à fond ton contenu, tout. Je savais qui t'étais. Et dans ma tête, je t'avais mis des étiquettes jeûne intermittent, froid, naturopathe. Voilà, enfin, tu sais, boum, tac, 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 bien sûr. quelques étiquettes comme ça pour me. Voilà, c'est ce qui me venait à l'esprit. On me disait Pierre Dufray, j'ai dit, ok, je vois, tac, 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 tac. Et en fait, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu un a priori, tu vois. Mais même, ce qui est un peu pervers aussi, c'est que les gens qui te connaissent, donc qui m'ont recommandé, je pense, de te parler, ils avaient envie qu'on discute justement parce qu'ils avaient l'impression qu'on va pas être d'accord et que ce sera intéressant qu'on échange sur ça. Alors, je dis pas qu'on va être d'accord sur tout, mais au final, je pense qu'on est plus d'accord que ce qu'il aurait pu paraître. Voilà. Bien sûr, parce que quand on rentre dans les détails, qu'on rentre dans la conversation, la vraie conversation, juste le temps de prendre du temps, eh ben, en fait, on se rend compte qu'on a des points de convergence. Et si on reste à la surface des choses, on va malheureusement toujours voir les points de divergence. Donc, ouais, tu as bien raison. Et tu vois, moi, je vais un peu pour te raconter un peu une histoire personnelle récente. Ça fait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les gens ils le savent un peu, mais ça fait 3 ans maintenant que j'ai une douleur à gauche dans la hanche qui descend un peu dans toute la jambe et tout ça, dont j'ai vraiment beaucoup de mal à me débarrasser. Et alors, je peux pas dire que c'est absolument ça, mais c'est une théorie là qui m'est venue il y a pas longtemps. C'est que ça correspond quand même à quelques mois, ça a commencé à apparaître quelques mois après la naissance de ma première fille. Et donc, je m'étais mis une sorte de point d'honneur à me dire, moi, ça m'impactera pas d'avoir un enfant. Les mauvaises nuits de sommeil, le stress, machin et tout, je continue ma routine comme d'habitude. Limite, je vais même en faire plus pour me prouver que voilà, ça m'atteint pas, ça me diminue pas et tout ça. Et résultat, bah là, j'ai un kiné là, qui a une méthode assez intéressante qui est en train de vraiment me faire du bien, mais qui me dit, bah là, de toute façon, on traite l'inflammation, parce qu'il y a une inflammation systémique. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'était plutôt essayer de soigner les conséquences ou traiter de l'inflammation éventuellement locale. Et lui, il me dit, en fait, non, il faut d'abord traiter l'inflammation globale pour ensuite, après, aller travailler plus sur des points précis. Et je pense que, alors il y a eu aussi le Covid et tout ça qui est venu rentrer là-dedans, où mon hygiène alimentaire a un peu foutu le camp, mais parce que je m'étais dit, c'est pareil, toujours une question de dose. J'avais un niveau de stress qui avait augmenté, donc je m'étais dit, bah, je vais relâcher la bride, même si c'était pas forcément une bonne idée, mais mentalement, je vais relâcher la bride sur l'alimentation. Mais bon, ça n'a pas aidé mon problème. Mais tout ça pour dire que le fait d'avoir voulu maintenir cette routine, ce niveau de stress, et je parle pas de stress du quotidien, mais de stress des activités que je fais, alors que mon quotidien avait changé. Et déjà, on sait que le sommeil, quand on n'a pas le sommeil qui est bien, bah, en fait, tout fonctionne moins bien. Et surtout quand ça dure. C'est-à-dire que tu fais une mauvaise nuit de temps en temps, ça ne va pas t'impacter sur le long terme. Quand c'est des mois et des mois que c'est comme ça, bon, forcément. Voilà, donc c'est ça qui me faisait penser, de me dire vraiment, tout est une question de dose Mmh. et de moment et de stade. Tu vois, c'est pour ça que je te disais ça. Bien sûr. Comme j'aime bien le dire souvent, on n'a qu'un seul système nerveux. C'est-à-dire que Hmm. quoi que tu fasses, c'est lui il encaisse.
Il n'y a pas un système nerveux qui est dédié à tes enfants, un autre qui est dédié à ton travail et un autre au sport. En fait, non, tu vas tout en fait piocher dans la même réserve. Et ça, il faut en être conscient, quoi. Faut se dire bon bah là, je vois bien que quand je me réveille le matin en ce moment, je suis plus fatigué que d'habitude. Hmm. Donc il faut que si je veux faire le même volume d'entraînement en termes horaires par semaine que d'habitude pour faire mon tennis, pour faire mes sports de combat, peu importe ce que je pratique, eh ben il va falloir que je revoie sans doute ma copie. Alors de quel côté? Peut-être que ça va être dans les douches froides que j'adore prendre tout le temps, le jeûne intermittent que j'aime bien faire, ceci cela. Bon, mes enfants je peux pas les virer, donc mes enfants par contre je veux le garder. C'est le Hmm. stress entre guillemets que je suis un peu obligé d'avoir. Donc Ouais. voilà, et tu fais en fait une négociation avec toi-même. Mais si t'as pas ce recul par rapport à ça et que tu vas tête baissée comme tu l'as un peu décrit tout à l'heure, oui, tu vas en taper dans un mur. Il y a pas longtemps, moi j'ai fait dans le questionnaire que tu m'as envoyé, je t'ai parlé un petit peu de mes engagements au niveau de l'environnement et on a fait une traversée de Tokyo à Taïwan à bord d'un bateau qui dépollue les mers et qui est autonome en énergie. Ça a été l'une des plus dures expériences de ma vie, même si c'était l'une des plus belles, mais c'était extrêmement dur, parce que c'était une mer déchaînée, en plein hiver. La mer du Japon, c'est très complexe, parce que c'est 3 océans qui se rencontrent, des vagues pas possibles, etc., et un bateau très lent. Et un bateau lent, en fait, c'est un bateau qui est fragile, un bateau qui est dangereux, Hmm. parce qu'il prend toutes les vagues, etc. Donc bref, des conditions exécrables, et moi, je voulais, en sportif, je me dis, je vais continuer à m'entraîner, il faut que je m'entraîne. Donc, j'ai tout revu à la baisse. J'ai enlevé le froid, alors que moi, je fais des bains froids tous les jours, etc. J'ai enlevé le froid, j'ai enlevé le jeûne. Je mangeais le matin parce que si tu manges pas et que t'as mal au cœur sur le bateau, c'est mortel. Donc, il faut toujours avoir Ouais. un petit peu quelque chose dans l'estomac. J'ai enlevé le froid, j'ai enlevé le jeûne. J'ai diminué les entraînements. Enfin, j'ai tout aménagé. Il faut savoir aménager. Il faut savoir aménager selon ses sources de stress. Sinon, au bout d'un moment, le bol est plein. Comme le disent les naturopathes, le seuil de toxémie déborde. C'est-à-dire que ton corps, il accumule de la toxémie jusqu'à déborder. Et quand ça déborde, c'est là où on voit les symptômes. Mais le problème, c'est qu'on met souvent le doigt sur la goutte d'eau qui a débordé du vase. Sauf Hmm. que on ne s'est pas demandé pourquoi le vase était plein de prime abord. Hein, qu'est-ce qui a tout rempli le vase? Et là, on va voir une éruption cutanée, alors on va se dire, ah, mince, alors qu'est-ce que j'ai sur la peau, etc., ou une douleur locale, etc., et on va se dire, j'ai un problème à la hanche. C'est peut-être pas tellement le problème à la hanche que tout ce que tu as fait d'à côté qui s'est déclenché et somatisé dans le corps par le problème à la hanche. Et Mhm. est-ce qu'on a la sagesse de prendre ce recul-là, en fait? Voilà. Ouais. Après, moi, j'ai aussi cette impression, mais enfin, c'est pas que je me trouve des excuses, mais tu vois que là, j'ai 43 ans, tu vois, et donc c'est vers 40, 41, que j'ai l'impression que tu commences à payer un peu l'addition de tout ce que tu as fait avant, les conneries, mais aussi l'accumulation. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde aussi, parce que je sais que tu t'es entraîné avec Ido Portal, mais le coût de la spécialisation, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est que forcément, bon, déjà, moi, j'avais été m'entraîner chez le prof de Jean-Claude Van Damme, où on faisait des exercices extrêmes, de la souplesse et tout. Physiologiquement, j'ai en fait ce qu'on appelle l'effet de cam au niveau des hanches, qui Mmh. fait que j'arrive en butée osseuse sur l'écart facial. Et donc, quand je force, bah, en fait, je suis sur les surfaces osseuses. Donc, à 25 ans, j'ai une opération déjà, parce que je m'étais déchiré le bourrelet cotyloïdien en voulant forcer comme un âne, tu vois. Chez lui, tu te mets en position en tailleur ou en position grenouille face au sol, et tu as 3 mecs qui te montent dessus. Ton bassin, il touche le sol direct, tu vois. Tu as 300 kilos ou 250 kilos sur toi. Voilà. Mais pour certaines personnes, ça ira très bien. Si tu as la malchance de ne pas avoir l'anatomie pour encaisser ça, tu te fais du mal, tu vois. Mmh. Mais je perds le fil de mes pensées. Tout ça pour te dire quoi? J'étais parti sur Ido Oui, Portal et voilà, que j'avais cette idée de payer l'addition et de la spécialisation un petit peu, et que le surplus de stress, ce côté de vouloir maintenir et ne pas adapter les choses, ça, en fait, c'est tout ce que tu as fait un peu de travers, qui était déjà fragilisé, limite, qui prend en premier, quoi. ouais, clairement, comme le dit très bien Ido, on est devenu des spécialisations de la périphérie. C'est-à-dire que tout devient
tout est accessible et tout devient spécialisé au niveau du toucher, du doigt, de l'écriture, du smartphone, etc. Alors qu'avant, même dans les peuples, voilà, surtout évidemment dans les peuplades encore endogènes, les peuples premiers, etc. Tout venait du centre, c'est-à-dire le mouvement du centre, c'est la marche. La marche, comme encore une fois pour citer Andrew Huberman, il a interviewé comment il s'appelle, Joko Willink. Ouais, qui parlait justement des Navy Seals et des Marines, etc., qui disent que par rapport à la dépression, eux, ils ont toujours ce qu'ils appellent le point de gravité forward, donc en avant, avoir l'attraction vers l'avant. C'est je marche. Et la marche, physiologiquement, c'est l'antithèse de la dépression. C'est-à-dire, si vous voulez pas être déprimé, partez marcher. Parce que vous allez face, en fait, aux choses de la vie et à l'environnement. Donc, c'est l'opposé extrême de la dépression, alors que la sédentarité, c'est je reste avec mes problèmes et je reste dans mon environnement et tout stagne. Mais on est devenu très bon au niveau de la périphérie, on s'est spécialisé là-dedans. Le problème d'une hyper spécialisation, c'est que il y a une loi en physiologie, c'est ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc colonne vertébrale, le fait de bouger, comme il fait les spinal waves, donc les vagues de la colonne vertébrale, c'est un exercice qu'il a mis en place et qui s'est popularisé grâce à lui sur Internet. Bouger sa colonne vertébrale, comme il le dit, on est aussi vieux que sa colonne vertébrale. Donc, si vous avez un problème au niveau de la colonne vertébrale, vous avez votre âge biologique, en gros, quoi. Plutôt l'âge physiologique. Donc oui, l'hyperspécialisation, comme on peut le voir dans le monde de la muscu, beaucoup, c'est-à-dire faire tous les jours, en fait, du stress métabolique et du stress mécanique, au niveau des ponts d'actine, au niveau des myosines, dans la même amplitude de mouvement, dans les mêmes articulations, etc. C'est une hyperspécialisation qui peut entraîner, au bout d'un moment, si on fait que ça toute sa vie, et tous les jours, un surentraînement, une fatigue chronique, des chutes des hormones stéroïdiennes comme la testostérone, etc. C'est quelque chose de véritable, le surentraînement. Mais la surspécialisation, ça peut être le joueur de tennis qui fait toujours la même chose, etc. Et qui finalement, après, quand on le fait bouger à la ido, j'ai envie de dire, quand on le fait marcher à quatre pattes, quand on fait du rampé, quand on fait monter un arbre, quand on check s'il sait s'agripper, etc. Et bien parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler son grand dorsal, parce qu'il n'a pas l'habitude, etc. Mais peut-être qu'il est mauvais comme un movers, comme il dirait Ido, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable de faire un petit peu tout, est capable de, s'il a besoin, aller au sol, se relever, sans douleur, grimper à un arbre, faire un saut périlleux. Voilà. Est-ce que tu es capable de faire tout ça? Moi, Ido, il a vraiment, je pense, connu une belle maturité et maintenant c'est vraiment un très beau philosophe. Mais tu regardes les vidéos dans sa jeunesse, il avait quand même souvent des paroles qui reflétaient un gros ego et beaucoup de voilà. Mais bon, c'était rigolo, c'était le personnage, quoi. Et pas beaucoup de concessions non plus. Voilà, c'était très tranchant, c'est-à-dire voilà, si tu sais pas faire un backflip, bon bah tu sais pas bouger, quoi. Donc voilà, pour lui Si tu c'était sa t'entraînes vie. pas 8 heures par jour, c'est que tu veux pas vraiment avoir de résultats. Exactement. Et c'est vrai que je me suis jamais autant entraîné, jamais, que dans son stage. C'est-à-dire c'était une Toi, tu semaine. as fait lequel de stage? C'est son stage de 2 jours ou l'intensif, Non, c'est la l'intensif à retraite? Lisbonne que j'avais fait avec mon ami David. S'il regarde cette vidéo, je lui fasse un beau coucou. C'était, on en parlait justement avec David. C'était 8 heures non-stop où t'as juste le temps de manger, dormir, faire une sieste. Mais sinon, c'est du matin au soir. Alors, on se considère avec David comme sportif, quoi. On est en bonne forme, quoi. On fait du sport, c'est devenu notre métier. Mais là, on se disait waouh, c'est impressionnant quand même. Mais tu vois, c'était jamais spécialisé. C'est-à-dire qu'on enchaînait des cours très différents, des cours qui étaient tenus par Ido évidemment, donc à la Ido Portal où t'es beaucoup dans la coordination, beaucoup dans le mouvement, etc. Des cours un peu type de danse tenus par Shae qui est une danseuse. Des cours beaucoup plus type yoga par Doudi, qui est un maître yoga qui est vraiment dans l'ancienne école, c'est-à-dire le yoga un peu à la dure, un peu à la fakir, quoi. Si ça fait pas mal et qu'on n'est pas dans des postures qui font mal, c'est pas du yoga. Des cours plus arts martiaux. Mais tout ça toute la journée. Et ça en était claqué, vraiment très dur, quoi. Donc je comprends qu'il soit parvenu à un tel niveau, Ido, s'il s'entraîne de manière non spécialisée, sans choquer ses articulations, ses muscles, etc., des jours de renfo, des jours de danse, des jours de simplement de coordination, etc., de motricité, et que tu as une bonne alchimie de tous ces mouvements-là sans spécialisation, je pense en effet que tu peux t'entraîner beaucoup sans avoir à payer des conséquences quand tu arrives à un certain âge. Ouais, alors après, la limite, moi, que je vais mettre là-dedans, et c'est sur ça que je voulais t'emmener, c'était que, en fait,
c'est bien la non-spécialisation pour faire du ido. Mais si tu veux atteindre un niveau dans une pratique donnée, tu peux pas t'affranchir de la spécialisation, tu C'est vois. sûr, Alors, tu peux c'est essayer de sûr. faire des choses à côté pour, on va dire, diminuer les impacts négatifs de la spécialisation, mais le plus clair de ton temps doit être dédié à la pratique de ta discipline. Mm. C'est là où je trouve qu'il y a un peu des dérives de nos jours où le côté prépa physique ça devient prédominant, on en oublie presque la pratique de ta discipline. Quoi. C'est-à-dire que tu viens presque un crossfitter ou je ne sais quoi, alors qu'au départ, c'était pour compléter et aider ta pratique initiale, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, moi, je suis assez opposé à tout ce qui est, tout ce qui est travail oh, j'arrive plus à trouver le mot d'haltérophilie, pardon, parce que c'est très technique. Mhm. C'est un sport à part entière. Et si ton objectif, c'est de venir compléter, améliorer ta pratique d'une discipline, euh, devoir passer du temps et de la technique et tout ça à apprendre quelque chose d'autre, c'est pas la meilleure utilisation de ton temps, je pense. Qu'il y a des moyens plus simples d'améliorer ton physique sans devoir passer en plus, c'est des risques de blessures accrues, c'est-à-dire que peut-être tu vas vouloir prendre des raccourcis, tu n'auras pas la technique super, tu vas essayer de faire des perfs parce que tu es un compétiteur, et puis bah, tu vas finir par te blesser, tout ça pour améliorer ta discipline. Mm. Et le résultat, c'est que tu vas plus pouvoir la pratiquer parce que tu te blesses ou parce que tu te crames, tu vois. Mm. Ouais. Moi, je suis très partisan de dire l'important, c'est de kiffer sa vie. C'est-à-dire que pour l'épanouissement, tu vois, C'est total. ça. C'est-à-dire, si vraiment ça te... Je pense qu'on peut être vraiment épanoui dans sa vie en plantant des clous dans une planche. Vraiment. Mmh. Avec la plus simple tâche, si c'est ça qui vous fait, qui vous nourrit au quotidien, mais qui suis-je pour vous dire, ah non, non, mais attends, t'as pas fait des squats aujourd'hui, et puis, et tu peux pas lever les bras, et tu peux pas te suspendre, et tu peux pas faire de... Non. Par Ouais. contre, si vous, c'est battre Roger Federer, je veux devenir le meilleur joueur de tennis, évidemment, il va falloir faire des concessions. Évidemment, il va falloir être raccord au niveau Mais oui. bouffe, au niveau sommeil, au niveau ceci, cela. Comme disent les Américains, you can be anything, but you can't be everything. Donc vous pouvez Oui. être n'importe quoi, mais vous pouvez pas être tout à la fois. Il faut Oui. faire des concessions, il faut faire des choix. Mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau, on parlait que de la motricité, hein, mais au niveau moteur, biomécanique, corps humain, et on va dire exercice physique, voilà. La surspécialisation dans un domaine, de toute façon, va avoir des conséquences. Ça, c'est inévitable. Comment je peux compenser ces conséquences, en tout cas les amoindrir, être raccord sur tous les processus biologiques naturels, et c'est pour ça que j'aime la naturopathie, c'est-à-dire optimiser le sommeil, optimiser les relations sociales, optimiser la gestion du stress, la respiration, etc., etc., etc. Parce que moi j'aime cette naturopathie qui est la science de la prévention et surtout une science comportementale. Pas du tout Mmh. du complément alimentaire et de la plante et du machin, etc. Non, non, c'est quel est ton quotidien, quels sont tes objectifs, et par rapport à ça, comment tu peux négocier avec toi-même pour moduler l'environnement qui va te rendre le plus épanoui possible. C'est tout. La naturopathie, ça devrait être que ça. Devrait pas être des bourgeons de plantes, etc. Enfin, selon moi. Mmh. Ouais, bah, ça, on va en parler aussi un peu de la naturopathie parce que j'aimerais bien en savoir plus. Je ne Mhm. connais pas très bien, mais effectivement, j'avais cette image de, enfin, en tout cas, les naturopathes que je connais, j'en ai consulté une fois aussi. Ils te donnent souvent plein de compléments à prendre et tout. Euh, Après, je connaissais, enfin, on se connaît Lisa Salis, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est naturopathe aussi. Voilà, avec qui j'avais échangé un peu. Elle est peut-être un peu moins sur les compléments, mais quand même, je sais qu'elle recommandait pas mal de choses. Mais ça, on va pouvoir peut-être en parler un peu après. Mais sur, ouais, sur la spécialisation, tu vois, c'est un vrai problème parce que, alors déjà, mention spéciale, sur ça, on a hyper raccord. Tu as dit, le plus important, c'est de kiffer sa vie. Et c'est ce que je dis presque dans tous les emails que j'écris et même dans beaucoup de vidéos. J'ai encore tourné une vidéo tout à l'heure où je le disais à la fin, c'est il faut se faire plaisir. Bon, bah, Il je faut te se faire check plaisir. un virtual Voilà, check là. on se check virtuellement, mais parce que même ça, tu pourras en parler mieux que moi, mais même au niveau des neurotransmetteurs et tout ça, tu crées de la dopamine, je crois. Du coup, pour moi, tu crées une sorte de boucle de plaisir. Euh, et donc, il faut faire les choses qui te plaisent. Alors, les choses qui te font du bien, mais je veux dire, euh, il faut essayer de créer des modalités pour que ça te plaise. Et sauf si tu as un objectif de haut niveau
Mais la majorité des gens n'ont pas cet objectif-là où tu vas devoir faire des choses désagréables. Mais si tu fais juste un loisir et que tu pratiques quelque chose pour le plaisir, ne va pas modéliser les entraînements des sportifs de haut niveau qui font plein de choses qui sont hyper désagréables parce qu'au final, ça va finir par te faire arrêter. C'est ça. Donc, sur ça, je trouve ça top parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez. Et ça m'amène sur le point suivant dont je voulais qu'on discute. C'est que pendant longtemps, moi, j'étais du coup dans cette mentalité un peu opposée, le fameux no pain, no gain. Et on pourrait se dire que toi, tu l'es peut-être aussi parce que la recherche de l'inconfort, l'antifragilité, tout ça, ça me fait quand même penser au no pain, no gain. Moi, aujourd'hui, je serais plutôt no pain, all gain. Quoi. Donc, c'est si je peux ne pas souffrir et en bénéficier à fond, c'est ma situation idéale. Voilà. Mais là, Donc, c'est je voulais pareil. un peu Ben, bien discuter sûr. de ça. Est-ce que C'est toi, tu es plutôt passionnant. dans le camp no pain, no gain ou pas? Normalement, le bon thérapeute ou le bon coach ou n'importe quoi, normalement, il répond ça dépend. Hein. Il faut toujours répondre ça dépend. De toute façon, c'est la Oui, bonne ça réponse. dépend. C'est Ça la dépend. bonne Ça dépend, réponse du ça dépasse. scientifique aussi. Voilà. Euh, en fait, il faut revenir à la sémantique encore une fois. Parce que là, tu as utilisé deux termes très différents. C'est pain, c'est la douleur. Et après, tu as parlé de souffrir. Ce qui est, normalement, dans la définition du Larousse, il me semble, hein, c'est que la souffrance, il y a de l'émotion derrière. La douleur, c'est juste une information sensuelle. Je me pince, ça me fait mal, c'est une douleur. Mais j'ai pas besoin d'y mettre un jugement de valeur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Ce que m'a appris le Tumo, parce que c'est le yoga du froid qui m'a été transmis par mon maître Maurice Dobar, et j'aime lui rendre hommage dans certains podcasts quand je suis invité surtout, parce qu'il nous a quittés cette année, et c'était un grand monsieur qui a démocratisé ce yoga d'origine tibétaine dans les années 50, bien avant Wim Hof, bien avant tout ce qui se fait maintenant. Donc voilà, je rends encore une fois hommage. C'est que la douleur, c'est juste une information. Et que on vit dans un monde, en tout cas à l'état naturel, et le naturopathe, il est là pour essayer de comprendre comment était notre environnement naturel à la base. On était dans un environnement naturel où la survie, c'était objectif numéro un, et donc les choses faisaient mal. Quand il fait froid en hiver, quand il fait chaud en été, quand on a une blessure, la douleur était un petit peu partout. Mais ça voulait pas dire qu'on devait la qualifier de souffrance. Donc, si tu te fais pas mal à la salle, mal entre guillemets, hein, mais si tu sais très bien que quand tu soulèves de la fonte, si tu vas pas jusqu'à soit la brûlure musculaire, soit une certaine forme de stress mécanique, si tu t'approches pas de l'échec assez régulièrement, etc., tu sais très bien que tu vas pas t'améliorer. Et à la salle de musculation, on sait que c'est la prise de masse musculaire. Tu sais très bien que si tu fais 5 pompes, seulement 5 pompes et pas 20, en tout cas à ton niveau, il va pas se passer d'amélioration. Donc en fait, la douleur, elle est nécessaire d'une certaine manière, quelque part. Cette information d'inconfort, s'il n'est pas là, le corps ne sait pas ce qui se passe, et donc il va pas s'améliorer. Il va pas avoir d'amélioration nulle part. Donc c'est pas la souffrance que je recherche, moi. Hein. C'est un environnement qui va me faire grandir. Et pour grandir, il faut faire comprendre au corps qu'il se passe quelque chose. Il faut que le signal, entre guillemets, soit puissant. Et s'il n'est pas puissant, le corps, ça veut dire qu'il fait bien les choses, donc il aura aucune raison de changer. J'aime fonctionner sur le potentiel humain et qu'est-ce qu'on est capable de faire et de devenir. Voilà, ça m'a toujours vraiment passionné depuis tout petit. Hein, moi, j'ai vécu dans un cocon familial très fort entre mes parents et ma famille. Partir de la maison, c'était une souffrance pour moi, c'était vraiment très dur. Et je me suis dit, mais tu vas pas être comme ça toute ta vie. C'est bête, tu vas rater tout le monde. Et ben, je suis parti au Japon à 20 ans. On est parti, voilà, pas une semaine en club de vacances, je suis parti 1 an au Japon. Et ça, je me suis dit, ça va te faire... C'était terrible, c'était un déchirement de quitter le foyer familial. Mais je me suis dit, quand tu vas revenir, tu seras quelqu'un d'autre. Tu seras transformé. Ça veut pas dire que tu seras meilleur ni moins bon. Enfin, en tout cas, t'en sais rien. Mais en tout cas, tu seras quelqu'un d'autre. Et c'est le fait de se dire, je serai différent, ça me galvanisait, tu vois. Je trouvais ça génial. Ouais. Donc, la souffrance, voilà. Il y a un dicton qui dit, si la douleur est inévitable, la souffrance est je sais plus quoi, facultative ou un truc comme ça. Je pense que c'est relativement vrai. Sinon, on n'aurait pas des nocicepteurs, des capteurs à la douleur qui nous renseignent. Mais voilà. J'espère que l'explication, je naviguais, mais voilà ma réponse. Non, mais si, je trouve ça, c'est un apport intéressant. Après, je mettrais encore aussi peut-être
peut-être un petit bémol sur le fait de devoir tout le temps à l'entraînement aller chercher l'adaptation. Euh, Est-ce qu'on est constamment en fait dans ce besoin de la performance quand on n'a pas d'objectif? C'est-à-dire, est-ce que tu peux pas juste faire un entraînement sympa qui va te faire du bien parce que ça te fait plaisir? Par exemple, Ouais, moi, mais je vais me faire. Allez, j'aime bien. Alors, pour certains, ça va être dur, mais pour moi, c'est un plaisir. Mais je sais que je me pousse pas. Mais je sais que je me pousse pas à fond. ouais, Je vais me faire, par exemple, 30-35 minutes de shadowboxing non-stop, mais léger. Je me mets à aucun moment dans le rouge, mais c'est un moment de plaisir parce que c'est presque un moment un peu méditatif où, alors j'aime bien avoir de la musique, tout ça, mais souvent tu as des pensées qui te viennent ou alors au contraire tu te vides l'esprit, tout ça. Mais c'est quelque chose qui me fait du bien et en même temps, c'est pas un moment où j'ai envie de me faire mal, tu vois. Alors tu vas encore dire, bon, douleur, souffrance, tout ça, mais je veux dire, c'est pas un moment en tout cas où j'ai envie de me mettre dans le rouge, bien tu sûr. vois. Et donc cet entraînement-là, alors on va travailler un peu mon endurance de base, tout ça, mais je me mets à aucun moment dans le rouge, tu vois. Et j'ai Mhm. plein d'entraînements comme ça, entraînement un peu de mobilité, voilà, d'automassage, des choses avec des élastiques pour faire du bien à mon corps et tout, où je vais pas être chercher par exemple des amplitudes max où j'ai envie d'arrêter tout ça. Non, enfin, je trouve peut-être même d'un point de vue justement gestion du niveau de cortisol et tout ça, c'est intéressant aussi de pas toujours vouloir créer cette adaptation par le dépassement un peu de ses limites et au contraire d'accepter de dire ok, j'arrive plus à retrouver, là j'étais en train de chercher, je sais pas si tu connais le coach Dan John, c'est Ah, un coach de powerlifting, un vieux de la vieille, un américain qui est assez réputé. d'accord. Et il avait une citation, je ne saurais pas te la redire exactement, mais il disait grosso modo chaque entraînement n'a pas besoin d'être ton meilleur entraînement ou voilà, comme si c'était ton dernier entraînement, quoi. Il y a Bien des sûr. jours où bah faut juste faire le minimum, juste faire le job et ça suffira, quoi. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire là. C'est l'adaptation, elle est constante. C'est-à-dire que là, assis sur la chaise, mon corps il s'adapte et il est différent d'il y a 10 minutes. Parce que je suis resté assis sur la chaise 10 minutes. Donc l'adaptation, qu'on la recherche ou pas, elle se passe. Quoi qu'on en veut, quoi qu'on en fasse. Et je reviens tout à l'heure à la phrase qu'on s'est dit, l'important c'est de kiffer sa life. Si tu fais du shadowboxing et que ça te rend épanoui, c'est parfait. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, il n'y a pas à me donner une raison, pourquoi tu fais ça aujourd'hui, pourquoi, non. Il y a de la douleur ou pas, je sais pas. Mais à l'inverse est vrai. C'est-à-dire, si aujourd'hui, là, tout à l'heure, je me suis fait une grosse séance. Si aujourd'hui, j'ai fait 100 burpees le plus rapidement possible, c'est-à-dire, je mets un chrono, je dis, allez, j'en fais 100 le plus rapidement possible. Le truc, je vais finir par terre, presque va m'approcher du vomito. Et ça me fait plaisir. Tu vois, si c'est parce que tu sais qu'il y a des séances comme ça qui te font plaisir. Tu te fais Mmh. mal entre guillemets, mais tu sais que t'en ressors. Presque tu chopes un fou rire parce que tu tapes dans la main de ton pote après, t'es content, vraiment à la CrossFit, c'est-à-dire les gars ils finissent par Mmh. terre, transpirant, ils se checkent tous à la fin, c'est génial, etc. Mais ça, même si ça leur fait mal, ils vont revenir le lendemain parce que ça les fait kiffer. Aimer l'effort, c'est la testostérone. Hein. La testostérone, elle est là pour dire ah ça c'est bon, même si ça fait mal, c'est bon, on est en train de grandir. Ça c'est la testo. Ce qui potentialise la testo, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est celle qui nous dit, c'est la motivation. On veut faire ça. Donc si tu arrives à coupler les deux, je veux faire ça. Et en plus, quand je le fais, je kiffe. C'est parfait. Fais ton shadowboxing, fais ton truc, etc. Si par contre, tu me dis, moi, mon but cette année, c'est de prendre 5 kilos de muscle. Si tu veux prendre 5 kilos de muscle, je vais te dire, c'est pas la bonne stratégie. Il va peut-être falloir que tu ailles te Oui. faire mal à la salle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. en fait, c'est toute une histoire de toi avec toi-même, ce qui se passe dans ton corps. Et c'est pour ça que ça me fait rire, en fait, quand j'ai des discussions, maintenant ils me connaissent, hein, mais à la salle où je vais, et quand il y a les coachs de la salle. Parce que eux, c'est vraiment, ils regardent de l'extérieur quelqu'un faire un exercice, ils disent, ah non, tu le fais pas bien. Ah ça, c'est pas... Vous êtes à l'extérieur, Mmh. vous savez pas ce que fait la personne, vous savez pas son objectif, vous savez pas comment elle C'est ressent ça. dans son muscle, ce qu'elle ressent vraiment dans son biceps ou quoi, vous savez pas. Donc, c'est très difficile de juger de l'extérieur comme ça. Donc, je pense que avant tout, et c'est pour ça que le monde Internet peut être un peu un piège quand on essaie de nous vendre des programmes tout faits,
Il y a que l'individualisation et l'autonomie qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire, arrêtez de nous vendre des poissons, apprenez-nous à pêcher. Hein, c'est ça. Si vous tombez sur un coach sur Internet qui vous apprend à pêcher, ok, c'est une bonne voie. Si vous vend sa formule à lui et son poisson, mais ça va peut-être vous trouver quelques billes à l'intérieur, mais ça va pas être très pertinent. Il faut vraiment qu'on rende les gens autonomes. Et une fois qu'ils sont autonomes, ils ont plus besoin de nous et les gens sont épanouis. Et moi, c'est vraiment la voie dans laquelle je veux œuvrer, quoi. Voilà. Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as dites. La première, sur cette idée donc d'apprendre voilà, à pêcher du poisson. C'est quelque chose que moi j'ai toujours essayé de faire dans ma pédagogie. C'est-à-dire, même tu vois, dans la manière dont j'enseigne, j'explique et je donne un peu, on va dire, les sortes de critères de réussite d'une technique pour que les élèves les connaissent et qu'ils puissent s'auto-corriger derrière. Il y a quelqu'un là que je vais sans doute recevoir sur mon podcast. Il était parti en vacances, donc on n'a pas pu le faire. C'est H. Zod, qui est un coach de musculation. Et lui, il est à fond sur ce côté-là. Mais à l'extrême, c'est-à-dire que pour lui, il faut que les gens ils cherchent à comprendre les choses. Et quand on lui demande un peu des recettes ou des raccourcis, il envoie balader les gens. Ouais. Mais moi, je mettrais un bémol sur ça, tu vois. Parce que, par exemple, j'avais discuté avec lui sur l'amino spiking que font certains marchands de protéines, de whey et tout ça. Et il m'envoyait un peu balader, il me dit bah, t'as qu'à aller chercher l'information si tu veux comprendre. Et ça, j'essaie de comprendre, tu vois. Et je lui fais mais écoute, en fait, au bout d'un moment, moi, il y a des moments, j'ai pas envie d'apprendre à pêcher sur peut-être cette technique de pêche-là, tu vois, pour faire la. Tiens, je veux juste la recette. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi dans ma communauté. Il y a des gens qui voulaient juste que je leur donne les entraînements à faire, mais pas comprendre, tu vois. Et je pense, parce que, comme tu disais la citation, on peut pas être tout. Et donc, tu peux pas apprendre à pêcher dans toutes les thématiques. Bien sûr. Du coup, c'est là où je mettrais un petit bémol sur le fait d'être un peu anti. Je te donne des recettes, des choses toutes faites et tout. C'est qu'il y a des gens, si tu leur donnes pas ça, et ben Bien en sûr. fait, ils le feront pas du tout parce Ouais, qu'ils n'ont mais pas ni bien sûr. peut-être l'envie, ni la possibilité ou le temps d'aller apprendre, tu vois. Mais j'entends Je vais bien. pas. Il y a des gens, ils veulent peut-être, voilà, moi je leur donne des séances au sac de frappe, mais ils n'ont pas envie spécialement de comprendre pourquoi j'ai choisi telle durée, qu'est-ce que ça va faire sur leur corps, de comprendre toutes les techniques, toutes les détails techniques de chaque coup de poing, chaque coup de pied ou je ne sais quoi. Ils veulent juste se défouler sur un sac et transpirer, tu Bien vois. sûr. Et c'est là où c'est beau, c'est-à-dire que l'accompagnement, c'est toujours à individualiser. C'est-à-dire que là, dans tes phrases, tu disais, il y a des gens qui, ouais, il y a certaines personnes qui, et certaines personnes, par contre, ils vont venir te voir et dire, mais pourquoi je fais ça? Et puis, pourquoi? Ils vont te dire 25 pourquoi. Et là, Oui. tu vas être content parce que tu vas pouvoir déployer toute ta science, tu vas dire, bon, ben voilà, voilà où on en est dans l'état de l'art, comment ça se passe, etc. Et d'autres personnes, non, tu vois que dans leur regard, tu commences à faire une explication technique, fou, voilà, ils pensent à ce qu'ils vont manger à midi, etc. Ils sont partis. Et là, c'est intéressant le terrain. Toi qui es un homme de terrain, tu sais lire dans l'œil de quelqu'un, dire, ouais, bon, lui, je vais pas l'assommer d'informations, je vais le prendre, je vais lui faire des exercices, et peut-être que dans un an ou deux, par contre, il va développer la curiosité de venir te voir, et voilà. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le monde d'Internet, c'est quand même je dis pas qu'il y a tout à refouler, évidemment, mais comme l'information est tout de suite disponible et qu'on n'a pas le contact avec les gens, généralement on ne vend que des trucs tout faits, quoi, des recettes. Et donc ça peut conduire vers des problèmes de raccourcis, on rentre pas dans les nuances, de manque de personnalisation. Et j'en suis la première victime, hein, et je le déplore, c'est quand je parle du froid et du bienfait des bains froids, etc. Tout de suite, tout le monde, comme on l'a dit précédemment, tout le monde pense qu'il faut le faire tous les jours, tout le monde pense qu'il faut faire des bains glacés, même à 80 balais, tout le monde pense que, tu vois, ou rien, ou c'est une connerie de faire ça, ils le font pas du tout, et ça crée des deux extrêmes, et on peut jamais être dans la nuance. Donc voilà, c'était simplement pour dire ce point-là. Mais tu vois, clairement, moi, je ramène toujours du coup à mon expérience, hein, mais en tant que coach, dans mes cours collectifs, au départ, quand tu enseignes, tu as un niveau d'exigence, tu vois, qui est ton niveau d'exigence personnelle, parce que toi, tu as une implication
qui est pas là, au final la même que les autres. Et donc, tu as un niveau d'exigence souvent trop haut. Et il y Oui. en a qui vont, pour moi, faire cette erreur de maintenir ce niveau d'exigence en permanence, alors que en réalité, si tu commences à observer les gens qui viennent dans tes cours, oui, il y en a à qui tu vas pouvoir transmettre ce niveau d'exigence, mais la masse, c'est des gens qui travaillent toute la journée, qui arrivent avec la tête farcie, qui ont aussi une vie familiale et qui viennent pour passer un bon moment. Et si tu les empêches de passer un bon moment parce que toi, tu viens en rajouter, à leur farcir la tête sur des détails hyper pointus de technique et de comprendre le pourquoi du comment, et non, c'est pas comme ça, et tu recommences, non, là, ça va toujours pas, là, ça va toujours pas. Bon, et ben en fait, tu leur retires tout plaisir, tu vois. C'est sûr, c'est Donc, il sûr. faut savoir faire des compromis et savoir à qui tu t'adresses. Mais de mon observation, malheureusement pour les gens comme nous, il y a beaucoup plus de gens qui veulent des recettes et qui veulent pas apprendre à pêcher. Et nous, on est un peu en train d'essayer de vouloir leur apprendre, les forcer à apprendre à pêcher, alors que je pense qu'il faut d'abord les capter avec le poisson et Ah, peut-être, si leur profil s'y prête et leur vie s'y prête, leur apprendre ensuite, tu vois. ouais, c'est rigolo parce que je pense on a des parcours qui sont aussi on a des jobs qui sont différents. Toi, t'as tenu une salle, etc. Moi, j'ai juste tenu un cabinet où je recevais des gens un par un. Maintenant, j'ai fait beaucoup de stages, etc. J'ai encadré beaucoup de groupes, mais c'est quand même différent. Mais c'est vrai que ma chaîne YouTube, par exemple, si tu la prends, c'est des vidéos de 30 à 40 minutes, des gros pavés. C'est pas du tout format YouTube, quoi. 30 à 40 Mmh. minutes de cours de physio, c'est-à-dire aujourd'hui, on va étudier la thyroïde. Alors la thyroïde, le truc c'est plus du tout dans l'air du temps, quoi. Tu peux pas le regarder sans regarder l'écran. C'est-à-dire, tu peux pas poser ton portable dans un coin et cuisiner. Il faut que tu sois focus Ouais. dessus. Tout le monde me disait quand j'ai commencé, mais ne fais pas ça. C'est pas le bon format. T'auras jamais des abonnés, etc. Et je m'en foutais, en fait, parce que comme j'ai dit au début du podcast, je le faisais pour moi, parce que ça me nourrissait de parler d'une demi-heure de ma thyroïde ou de mes glandes surrénales. Et les abonnés que j'ai eus, en fait, c'est des gens comme moi, en fait. J'ai attiré que des gens qui peuvent être passionnés par un cours de physio de 30 minutes. Et par contre, les autres, bah, ils sont allés voir ailleurs. Alors, puisque ça, c'est ce qui m'épanouit, est-ce que je devrais me forcer à changer ma formule pour attirer d'autres gens et avoir une plus grande communauté? C'est une question en suspens. Hein, Mmh. je dis pas avoir la réponse. Parce que c'est vrai que si je changeais peut-être un petit peu la cadence de la vidéo, le rythme, la durée, etc., eh ben, peut-être que je rajouterais un zéro à mon nombre d'abonnés. Mais est-ce que ce serait dénaturer mon propos et donc je desservirais en fait ce que j'essaie de transmettre? Donc ça, c'est des questions, tu vois, que je me pose assez régulièrement. Pour l'instant, j'ai jamais changé la ligne de conduite. C'est-à-dire, je vous Mmh. file le contenu comme il est dans ma tête. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez pas, vous partez. Si vous aimez, vous vous plongez dedans. Et ben voilà. Je suis resté sur ça. Mmh. Ouais, ça, c'est intéressant. Après, je pense que, parce que tu vois, de se dire d'ajouter un zéro à ses abonnés, du coup, je sens que pour toi, c'est quelque chose de. C'est pas un objectif, c'est un peu futile et tout ça. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que même si j'aime pas ce mot parce que je le trouve pas beau, mais moi, j'aime bien essayer de vulgariser un maximum les choses pour les rendre accessibles, tu vois. Bien sûr. Et donc, peut-être qu'en développant des formats différents, plus accessible, plus vulgarisé, plus divertissant peut-être, tu vois. Parce qu'au final, c'est la pédagogie, c'est savoir transmettre. Et après, à toi de décider aussi à qui tu veux t'adresser. C'est-à-dire que si tu veux limiter ce que tu donnes aux gens à un certain type et te dire bah, tant pis pour les autres, c'est OK, tu vois. Si par contre tu as cette envie de te dire c'est quand même dommage que j'arrive pas à atteindre toute une partie de population que je pourrais aider et tout ça, et ben là, tu peux adapter et c'est pas pour ça que tu vas te trahir ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour ça que c'est aussi la course aux abonnés. Peut-être que la conséquence, ce sera plus d'abonnés, peut-être pas. Mais c'est un moyen d'aller chercher des gens que tu n'arriverais peut-être pas à capter parce que il y a des formats ils sont peut-être pas prêts à les recevoir pour l'instant, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être que je le ferai. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas d'obligation, tu vois. Mais moi, je vois ça plus ça comme ça, en fait, Bien sûr. de me dire, ouais, c'est de rendre accessibles les choses, c'est Au plus bien, grand nombre. Ah, bien sûr. au plus grand nombre. Mm. C'est sûr. Ça peut être, si c'est un objectif dans ta transmission, bah, faut que ce soit conséquent. Et c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que tout est à chaque fois. Les gens ils me posent des questions. Est-ce que ça c'est bien comme entraînement? Est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est quoi l'objectif derrière?
tu vois. Ou parfois, je te fais une séance d'un truc technique, et puis les gens, ils le font, ils veulent absolument de l'intensité, ils veulent être fatigués, ils veulent être dans le rouge et tout. Non, en fait, là, on est en train d'essayer de faire une acquisition technique. On n'est pas en train d'améliorer son cardio, donc on n'est pas en train d'essayer de s'essouffler. C'est pas le but c'est pas l'objectif, c'est pas le but de la séance. Donc, essaye de rester dans ton objectif, tu vois. Mhm. Et Ah, ça, clairement. c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes. Et ce côté, c'est sur ça que je voulais revenir aussi, c'était le deuxième point que je voulais aborder, ce côté no pain, no gain quand même qui continue qu'à la vie dure pour moi. Euh, je trouve que les gens passent à côté en fait de pas mal de choses. Déjà, tu vois, tu parlais du CrossFit. Dans la plupart des box de CrossFit, il y a quand même un seau pour aller vomir. Donc déjà, moi, je trouve ça bizarre comme concept. Dire c'est que ça fait partie du truc, quoi. C'est que tu vas pousser ton corps à un point où là, tu vas aller vomir. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve pas ça génial, Mhm. personnellement. Mhm. Après, je vais pas venir te mettre d'explications physiologiques derrière et tout ça, mais pour moi, si tu as été jusqu'au stade où tu as vomi, c'est que tu as été trop loin et que ton temps de récupération va être trop important. Et enfin, je trouve pas ça optimal comme manière de s'entraîner, mais bon, ça, c'est une question de point de vue, tu vois. Mais de tout le temps avoir ce besoin de, 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 de souffrance. Hein. Pour moi, c'est quand même, même si tu as fait la distinction juste entre douleur et souffrance, mais ce côté no pain, no gain, je trouve ça dommage, quoi, parce que encore ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi j'avais proposé une version un peu intense d'une séance de sac de frappe que je fais et tout. Il y en a qui m'a dit, mais sur les précédentes que je faisais, c'était moins intense la partie boxe, mais à la fin, il y avait de la prépa physique, tu vois. Donc, tu pouvais finir beaucoup plus fatigué. Bon, bah là, il y en a qui m'a dit, ouais, c'était pas assez, donc j'ai rajouté ça, 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 ça. Et c'est un truc qui revient tout le temps. Mhm. Je fais des entraînements que moi, je trouve bien équilibrés en termes de difficulté et tout, qui vont te permettre de récupérer rapidement, qui vont pas tu vois, te mettre léthargique après et tout ça. Et je vois constamment des gens qui, en fait, ont ce besoin que je trouve pas toujours très sain il faut qu'ils terminent carpette à chaque entraînement, quoi. Et oui, bon c'est vrai, hein, c'est vrai que le plus c'est mieux, hein, entre guillemets, hein, Mm. more is better. Comme tu l'as Ouais. dit, c'est à la vie dure. C'est à la vie dure et j'ai fait 5 salles de CrossFit avant de trouver une qui me correspondait bien, où le coach avait mis une bonne ambiance et on s'entraînait bien. C'est un ancien gymnaste. Tu vois, c'est le gars, si c'est pas parfait dans la forme, on n'augmente pas l'intensité Mm. ni les charges. Donc, tu vois, c'était très qualitatif. Et les 5 que j'ai fait avant, enfin les 4 que j'ai fait avant, c'était un petit peu la mentalité dont tu parlais juste avant. Mm. C'était bon, voilà, on va mettre lourd et on va vous détruire tous les jours. En fait, euh, il y a ce, même si j'adore le CrossFit en théorie, hein, ce sport-là, je l'aime beaucoup. Il y a cette tendance, malheureusement, j'ai l'impression, du testing, c'est-à-dire on se teste tous les jours. On teste tous les jours nos limites, Mm. trop souvent. Et je pense que en fait, comme toujours, hein, c'est la voie du milieu, c'est la juste dose qui compte. Comme on parlait de Funès tout à l'heure, c'est la juste dose. Euh, Si pour la personne, si une personne ne va jamais voir au-delà de la falaise, elle saura jamais où est le rebord de la falaise. Je pense qu'une fois de temps en temps. euh, Qu'est-ce que ça veut dire de temps en temps? Est-ce que c'est une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine? Je pense que là, on est tous différents et c'est à aménager à Mm. chacun. Mais on doit aller voir. Ma mère, parfois, ben voilà, elle a 65 balais. Parfois, je la mets sur le airbike, donc tu sais, la machine de l'enfer, là. Et je lui dis, vas-y, pédale à fond pendant 30 secondes. Puis on se repose pendant 3 minutes après, et ben recommence. Mais ça va faire quoi, 2, 3 fois par an, quoi. Juste pour qu'elle aille voir où est-ce qu'elle en est. Alors, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Euh, et chacun est différent. Peut-être que pour un gros sportif qui va aimer ça, ben, il lui faut sa dose une fois par semaine. Mais sans doute que tous les jours c'est trop. Sans doute que, à part si t'es, comme on dit vraiment, le cas exceptionnel, si tu fais partie de la tranche de pourcentage des 5% de la population qui est capable d'encaisser, alors jusqu'à quel âge je sais pas, mais qui est capable d'encaisser, t'es le Kevin Meyer du groupe, ou t'es le gars qui sort du lot, t'as les capacités de le faire tous les jours, bon ok, d'accord, t'es un colosse. Mais au-delà de ça, je te rejoins, on est dans un monde qui pousse à la perf un peu tout le temps et au dépassement, et c'est surtout pas le synonyme de l'hormèse et de l'antifragilité. Pour me répéter, l'hormèse et l'antifragilité, c'est synonyme de gain. C'est une amélioration. Que le gars le fasse tous les jours, 3 fois par semaine, une fois par an, s'il y a de l'amélioration, ça me va. Ça me va parce que c'est synonyme d'hormèse.
Mais si le gars il fait ça tous les jours et qu'il est carpette toute sa semaine, et que c'est un zombie, et qu'il a mal à la tête, et qu'il a des problèmes métaboliques, les hormones thyroïdiennes sont dans les chaussettes, bon bah il faut revoir sa copie. Hein. Une équipe qui gagne, on la change pas, mais une équipe qui perd, on la change. Donc voilà. Avoir ce recul, en fait, cette sagesse, cette analyse de son propre comportement, ça aide généralement à modifier sa copie, quoi. Maintenant, je voulais, comme tu en parlais, là, je voulais profiter pour aborder un peu ce sujet, que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et on n'a plus beaucoup de temps. L'antifragilité, donc de Nassim Taleb, hein, c'est son concept. Euh, du coup, on pourrait dire, bah, c'est quoi ce mot antifragile? Pourquoi il dit pas solide, robuste? Et donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est que quelque chose de solide, robuste va être résistant, mais ne va pas devenir plus fort sous les attaques, entre guillemets, on va dire. Mmh. Alors que l'antifragilité, c'est l'idée que quand on est confronté à une difficulté, on en ressort plus fort, quoi. C'est ça? Exactement, exactement. Un système complexe et a fortiori le vivant, hein, dont on fait partie, il se renforce quand il est soumis à un stress qui est adapté. Hein. C'est encore une fois cette justesse de De Funès. On va appeler ça le concept de Funès, tu vois. Il faut que ce soit juste. Ouais. Il faut que ce soit ni trop ni pas assez. Il faut que ce soit juste. Si c'est juste, le bain froid, la douche froide, le jeûne, le sport, la muscu, etc. Si c'est adapté à la personne, et qu'elle connaît une amélioration, donc pour la muscu, on connaît ça, hein, c'est l'hypertrophie, donc elle va prendre de la masse musculaire, la surcompensation. En fait, l'hormèse et l'antifragilité, c'est la description de tous les phénomènes de surcompensation qu'on peut trouver dans la nature. Pourquoi la nature surcompense? Parce qu'elle a connu un stress, et pour se dire, oh là là, on a connu un stress cet hiver, peut-être que l'hiver prochain, ça va être encore plus froid, et ben la plante va développer une forme de résilience par rapport au froid qui sera supérieure l'hiver prochain. En fait, c'est ça Hmm. que fait la nature, tout le temps. Elle se dit, on a connu quelque chose dans le passé, autant la prochaine fois ce sera pire, donc on s'améliore. On se prépare à C'est la le suite. principe de surcompensation en musculation. Exactement. C'est uniquement ça l'antifragilité et l'hormèse. L'antifragilité, Taleb a pris ce terme-là pour extrapoler, sortir de la biologie, parce que l'hormèse, c'est vraiment la biologie qui a été découverte par les toxicologues qui, Hugo Schultz, en 1888, il mettait des toxines, en fait, du poison sur des levures. Vous voyez, quand il en mettait un petit peu, en fait, les levures, les champignons proliféraient. Mais s'il en mettait beaucoup, ça tuait les champignons. Et il s'est dit, une petite Hmm. dose de poison, ça stimule l'organisme, une grosse dose, ça le tue. Ok. Donc Nietzsche, après, il est arrivé avec ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. C'est un peu la même veine. Hmm. Antifragilité de Taleb, ça veut dire, c'est plus loin, c'est pour analyser aussi l'économie, la finance, etc. Et d'autres systèmes complexes. Système complexe, ça veut dire que c'est des systèmes qui sont ouverts. Ils peuvent subir les influences de l'extérieur. Et l'antifragilité nous dit, les systèmes complexes bénéficient de la volatilité, c'est-à-dire des événements hasardeux. S'il y a un terme qu'il faut retenir d'antifragile du livre de Taleb, c'est volatilité. Le fait qu'on soit dans un environnement où il y a des événements hasardeux, on ne sait pas ce qui va se passer, va en fait entretenir notre antifragilité. C'est le terreau de la plante, le fait que ce soit hasardeux. Parce que ça, c'est toujours des adaptations et qui font qu'on a un système nerveux qui répond, qui s'adapte, etc. Il prend la restauration comme exemple. La restauration, ce système en tant que tel est antifragile. Par contre, chaque restaurant est fragile. Chaque restaurant, il peut connaître la Hmm. banqueroute. Chaque restaurant, il peut avoir le chef qui démissionne, le patron qui décède, qui met la clé sous la porte, les touristes qui viennent plus le voir, etc. Par contre, parce qu'il y a une saine concurrence entre tous les restaurants, ils vont se challenger. Les chefs vont copier un peu les autres et améliorer les recettes. Eh bien, la restauration va, de fil en aiguille, s'améliorer pour aboutir à la gastronomie française, le culte du raffinement, au bout de quelques milliers d'évolutions. Hmm. Et la restauration ne mourra jamais. Par contre, les restaurants vont mourir de manière unitaire. Hmm. Et dans notre corps, c'est la même chose. Les cellules meurent. Par contre, le système immunitaire, endocrinien, nerveux, a la capacité de se renforcer. Jusqu'à un certain point, hein, on est tous mortels, et c'est ça qui est beau, c'est on a une finitude. Et donc la vie a du sens, mais c'est ça en fait l'antifragilité que déploie Taleb. Et alors, maintenant, une question un peu, peut-être qui peut paraître bête. Donc, je sais que toi, c'est quelque chose d'important pour toi de développer cette antifragilité, cette résilience. Et donc, la question que je me pose par moment, c'est pourquoi? En fait, pourquoi à quoi tu te prépares, en fait? À ton avis, par rapport à tout ce que j'ai dit dans notre discussion,
Pourquoi je le ferais? Alors, ce qui pourrait me venir, ce serait par enfin, pour être en bonne santé et optimiser peut-être voilà, ton corps. Ouais, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de douleur, d'être fonctionnel, etc., c'est très plaisant, c'est sûr. Mais la Mhm. règle numéro un, ça a été, on s'est dit tous les deux, c'est kiffer sa life, hein, c'est d'aimer ce qu'on fait. Oui, Je le fais parce que j'aime ce que je fais. Je le fais parce ok. que franchement, quand je sors d'une séance cardio, quand je sors de la salle de muscu, quand je sors de mon bain froid, etc., ça me provoque tellement d'euphorie et de bien-être et surtout une connexion tellement forte avec moi-même que vraiment, j'y prends du plaisir, même si ça fait mal, même s'il y a une douleur, même si voilà, aujourd'hui j'ai pas fait la méga perf, j'ai fait moins bien qu'hier, etc. Je m'en fiche. Ça, c'est la règle numéro un. Après, la règle numéro 2, c'est que je suis très stoïcien au niveau philosophique, et là, c'est une philosophie qui m'a énormément impacté, notamment Sénèque et Épictète, mais aussi les Romains comme Marc Aurèle. Euh, C'est-à-dire que, à part travailler sur soi-même, dans cette vie, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. C'est-à-dire, la première règle, c'est découvre-toi toi-même, connais-toi toi-même, et l'inconfort pour ça, c'est quand même assez royal. C'est-à-dire que je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je dis pas que il faut faire que ça, je sais pas du Mhm. tout ce que je dis, mais toi qui fais des sports de combat, tu le sais bien mieux que moi. Dans les arts martiaux ou dans les sports de combat, quand tu mets les gants avec quelqu'un, tu vois le vrai visage de la Mhm. personne. Et tu vois ton vrai Exactement. visage à toi. Tu vois tes qualités, tes défauts, tu vois tout tombe. Et je peux te dire Et que c'est dans un pour ça bain à qu'on zéro crée des degré, relations, comment? on crée des relations fortes Ah ouais, assez rapidement dans les sports de combat et les arts martiaux, parce que quand tu justement, c'est un truc que je dis toute ma carrière, mais on peut pas se cacher quand on fait un sparring avec quelqu'un. On voit rapidement qui tu es vraiment, et bah, du coup, comme tu vois rapidement qui est la personne, tu peux facilement décider de l'apprécier ou de pas l'apprécier, parce que tu vois vraiment qui elle est très vite, quoi. Il n'y c'est a ça, pas besoin de faire tomber les masques. exactement. Et comme dirait Tyson, on a tous un plan dans la tête jusqu'à ce qu'on se prenne une patate dans la tronche. Donc Ouais. tout tombe à l'eau, tu vois, surtout dans les sports de combat vraiment où t'as volatilité extrême, c'est-à-dire un adversaire, tu sais pas du tout ce qu'il va faire. En plus, ça risque de faire mal. En plus, voilà, t'as le stress, etc., machin. Mais tu ressors de là, t'as une confiance en toi incroyable, tu te sens bien, tu t'es découvert, voilà. Et ben, cet inconfort-là, cette voie-là, même si sur le moment c'est pas très plaisant, après avec l'expérience on y prend du plaisir, mais au début c'est vrai, c'est un Mm. peu bizarre, etc. Comme la première fois que tu fais un bain froid, bah, c'est pas plaisant, mais après tu te dis bon allez, je sais que ça va piquer, je sais que le froid il va me mordre, mais ça m'apprend énormément sur moi. Donc je le fais avant tout pour moi. Et puis, depuis quelques années quand même, je me suis engagé dans une voie de vouloir aider autrui. J'aime le partage, comme tu le fais. Ça me nourrit. Je vois que ça fait du bien aux autres aussi. Donc, j'ai une volonté de transmettre aussi. Donc, de comprendre le monde, me comprendre et d'améliorer ma transmission. Donc, c'est pour ça que tous les jours, ben, je vais cultiver un peu cette antifragilité que nous avons tous. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est pas tu deviens antifragile parce que tu fais tout ça. Non, non, tu l'es déjà à la base. C'est ta nature, hein, parce qu'on est des êtres Mm. vivants, comme j'ai expliqué. On est antifragile, mais il y en a qui l'ont cultivé, qui le cultivent de manière plus, j'ai envie de dire, acerbe que d'autres. Mais on peut tous évoluer, chacun à son niveau, à sa vitesse, etc. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres Mhm. devant les problèmes, devant l'adversité et tout ça. Mais c'est vrai que je me posais la question par moment, voilà, d'un point de vue un peu très basique, de se dire, on vit en France à une époque où, alors on va pas dire que tout va bien parce que bon, on a C'est eu ça le truc. ces Oh, tout va mal dernières en fait. années, tout va mal et en même temps, tu Non, vois, parce que non, moi, je vais pas dire tout va mal. Je vais pas dire tout va mal. Mais on par voit exemple, bien tu vois, des que. fois, Vas-y, on me vas-y, je t'en prie. disait, je sais plus, moi, enfin, tu vois, je m'étais un peu affranchi des méthodes d'enseignement traditionnelles dans les arts martiaux, tout ça. Il y en a qui me criaient au sacrilège, qui disaient oui, mais en Chine, il y a 300 ans, il y a 500 ans. Je fais, mais toi, t'aurais voulu vivre en Chine il y a 300 ans, il y a Bien sûr, 500 ans? bien Mais je sûr. crois pas. Donc, si tu fais quand même une comparaison, même, tu vois, là, en ce moment, j'ai commencé la série Peaky Blinders. Ah, C'est juste post Première Guerre mondiale. Tu vois l'état de la société à l'époque et tout. T'as pas envie, tu vois, de vivre dans cette société-là. bien Et sûr. donc, c'est ça que je me disais, c'est que c'est cool d'être antifragile, d'être résilient, mais à quel point on en a vraiment besoin dans notre société actuelle? Peut-être que oui,
Enfin, peut-être que oui, c'est bien d'être plus antifragile, plus résilient, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? En fait, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que on nous a même pas demandé notre permission. Notre antifragilité a été challengée au plus haut niveau parce qu'on nous a enlevé l'environnement dans lequel elle s'exprimait. On nous a enlevé l'environnement parce que les gars de Pinky Blinders, pardon, ils sont hyper antifragiles. C'est-à-dire qu'ils vivent les temps durs créent des gens forts. Ça, c'est des temps qui sont hyper durs. Et les temps, pardon, faciles créent des gens faibles. Hmm. On sort d'une période, après les 30 Glorieuses, qui était très facile, la période de mes parents. Donc, grosso modo, plein emploi, là, il y avait du confort, etc. Donc, c'était mai 68, etc. 68 heures, liberté, etc. Bon. On n'est plus du tout dans cette configuration. Hein. Les crises, le Covid, tout ce qui s'est passé, ça nous a challengé parce que on nous a retiré en fait toute cette volatilité. On nous a donné des salaires mensuels. On nous a lissé la vie. On nous a mis dans la tête que c'était une bonne idée d'avoir des crédits sur 40 ans pour avoir une maison, etc. Et on nous a empêché en fait de nous exprimer notre vraie nature qui est l'adaptation, hein, la survie, Hmm. l'adaptation. Et partant de ce constat-là, ça ne pouvait que dégénérer. Le fait de travailler son antifragilité, de remettre de la volatilité dans son quotidien, de ne pas choisir toujours, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire je me gare pas devant le supermarché, j'aime marcher. Voilà. Et sur la route, quand je vais marcher, non seulement j'aime marcher, premièrement, mais en plus je sais pas ce qui va se passer. Autant je vais rencontrer quelqu'un, autant il va y avoir quelque chose, autant je vais me battre. Mais tu sais pas, c'est une prise de risque qui est minimale, mais c'est une prise de risque quand même. Et imagine que maintenant, toutes ces prises de risque-là, on les enlève. En fait, tu détruis les individus. Et donc, si tu rajoutes pas maintenant de nos jours, en 2022, des petits exercices comme ça qui travaillent ton adaptation, hein, une douche froide, du sport, etc., de manière volontaire et cadrée, la société ne le fera jamais pour toi. La société, elle Mhm. ne le fera pas pour toi. Et ça, c'est contre nature. Et c'est pour ça que j'essaye de démocratiser notre nature profonde, qui est l'adaptation, tout simplement, face aux événements hasardeux. Alors, tu vois, moi, j'ai un de mes élèves qui est Christian Zagzik, qui est un psychiatre et qui adore le froid aussi, qui se fait des douches froides et tout ça. Il a échangé avec Wim Hof. L'hiver, il va à Saint-Jean-de-Luz, puis il se baigne dans l'eau et tout ça. Et il est tout le temps à me dire, mais pourquoi tu fais pas des douches froides? Faut que tu en fasses absolument, et machin et Tu veux dire, tout. à règle numéro 1, ça me fait pas kiffer. Oui, et ben exactement. Et je sais qu'il comprend pas très bien parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui arrive à justement à être à l'aise avec l'inconfort. Mais le froid, j'ai essayé. J'ai fait quoi? Peut-être allez, une trentaine de séances de cryo. Euh, Ça m'a pas fait du bien. Ça n'est pas des moments agréables. J'avais pas envie d'y retourner à chaque fois. J'en ai fait par série de 10 plusieurs fois. J'ai réessayé tout ça. Une fois, j'avais un œdème qui avait gonflé tout. Je me suis dit, tiens, je vais réessayer le froid parce qu'il paraissait bien et tout. Ça me plaît pas, quoi. J'ai essayé de me faire de la douche froide. J'aime pas ça, Hmm, mon corps est pas content. Moi, le chaud me fait du bien. C'est-à-dire que super, depuis mon adolescence, j'ai cette habitude le soir de rentrer chez moi, de me mettre un bain bouillant et je sens que mes muscles se détendent et là, ça me fait du bien, tu vois. génial. Mais le froid, ça me fait pas du bien. Hmm. Et c'est vrai que bah, je pourrais me dire, ouais, mais je développe pas mon antifragilité, quoi. Mais Si, c'est vrai que si, t'inquiète. Tu le fais d'autres manières. L'antifragilité, c'est un canal ouvert. Tu peux aller piocher dans le chaud, tu peux aller piocher dans le sport, tu peux aller piocher dans toutes choses qui te fassent une adaptation. Donc, y a pas de souci là-dessus. Comme on dit tout à l'heure, dopamine. Est-ce que t'as envie d'y aller? Et après, testostérone. Est-ce que quand tu le fais, tu aimes l'effort? Tu aimes la source? Le froid, visiblement, ne coche aucune de ces deux cases. Par contre, le chaud, apparemment, sauna, bain chaud, bah, ouais, tu pourrais t'engager là-dedans. Et alors là, j'ai je me autant de suis installé un littérature sur sauna. les, mais ouais, j'ai autant de Je littérature me à te suis filer installé un sur sauna chez moi. l'hyperthermie, c'est-à-dire Ouais. les bénéfices physiologiques de l'hyperthermie, que sur la cryothérapie, hein, que sur les bains froids, les douches froides. Il y a autant de bénéfices, vraiment. La réponse est plus violente dans le froid, parce que c'est vraiment un mécanisme, c'est vraiment une information pour le corps quand il y a du froid, qu'on peut mourir. Donc, il allume le système nerveux beaucoup plus puissamment que quand tu rentres dans un sauna. Mais peu importe, il y a Mm. autant de bénéfices. Vraiment, c'est génial. Donc, fais du chaud. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, faut quand même s'écouter aussi, quoi. Mais la difficulté, c'est la distinction. Bien C'est-à-dire que sûr. les gens, on va leur dire, va dans l'inconfort, tout ça, donc tu vas pas t'écouter, tu vois. Et
Et tu vois les gens qui essayent, et c'est désagréable, et puis ils trouvent pas ça bien, et puis au final, ça les décourage complètement. Donc c'est Bien vrai sûr. que de trouver l'équilibre entre se mettre dans l'inconfort, mais en même temps trouver ce qui est bien pour toi, c'est compliqué, hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Et puis, évidemment, on nous vend l'inverse de nos jours. Donc, c'est vous avec vous-même. C'est toi aussi qui accompagne des gens, qui coach des gens, etc. Tu sais très bien la difficulté qu'on a de nos jours quand on va voir quelqu'un qui fait un exercice, qu'on lui dit ça va, comment tu te sens? Tu t'es senti où, etc. Et la personne elle te regarde avec des grosses billes comme ça, elle dit mais je sais pas. Tu vois, elle attend que ce soit toi qui donne la réponse. Mais non, c'est Ouais. moi qui te demande, c'est ton corps. Tu vois, vraiment, encore une fois, je reviens sur cette méta-analyse, métacognition, l'analyse de ma propre analyse, l'analyse de mes propres ressentis. On a parlé beaucoup de dopamine, de testostérone. Là, c'est plutôt sérotonine, ocytocine, vasopressine, d'autres hormones et neurotransmetteurs qui sont comme mon écoute de mon propre corps et mes informations afférentes qui reviennent dans mon cerveau. Est-ce que c'est bien? Est-ce Mm. que c'est pas bien? Comment je me sens? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était piquant, froid, chaud? Et plus on va pratiquer, plus on va se découvrir soi-même, et plus on aura plus besoin en fait des gens qui nous proposent une recette. Elle est gentille ta recette, je l'aime bien, c'est ton avis, mais moi je me connais et ça c'est ce qui fonctionne avec moi. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est royal. Voilà, je pousse pour que les gens arrivent à ce niveau-là en fait. Mm. Ok. Bon, alors on est arrivé à l'heure où j'avais promis que j'allais te libérer. Mais on va faire un numéro 2 sur ma chaîne, comme ça on continuera à parler. Ouais, et avec plaisir, parce que moi je sais que j'avais pas mal de sujets encore que je voulais aborder Ah avec bah toi, alors donc oui, c'est ce que bien j'allais te sûr. proposer, qu'on puisse peut-être faire voilà une suite, que ce soit sur la mienne ou sur la tienne, et voilà, parce qu'il y a pas mal de choses encore. Avec mon idée de partir sur ta journée, t'as vu, on a fait que le matin, C'est vrai. et encore, peut-être pas la matinée entière. Donc C'est clair. Ah bah, on va continuer alors. On va continuer sur ma chaîne, ouais, on prendra notre temps et ce sera très bien. ouais, On fera ta super. journée Et aussi. ben écoute. Merci beaucoup pour cet échange que j'ai Merci trouvé à toi Greg. passionnant, Ouais, merci. et puis on essaie de continuer ça rapidement. Super, merci beaucoup, c'était un plaisir.